Dans l'ombre grandiose des Rocheuses, Clara Weston commit ce que son père qualifia aussitôt de péché impardonnable. Elle osa le défier. Elle refusa d'épouser le riche éleveur qu'il avait choisi pour elle, défiant l'autorité de Samuel Weston, propriétaire du plus vaste ranch des environs et homme habitué à voir le monde se plier à sa volonté. La sentence fut rapide, tranchante, irrévocable. Il l'envoya vivre chez les Vieilles, le taciturne garçon des montagnes, celui dont les parents étaient morts, gelés au cœur d'un hiver impitoyable, laissant derrière eux un enfant que la communauté considérait désormais comme un sauvage inutile. Les habitants murmuraient qu'il ne valait rien. Pour Clara, il devint son châtiment vivant. La nouvelle demeure qui lui fut imposée n'était qu'une ruine oubliée, une cabane brinque-ballante dont le toit percé laissait passer la pluie et les vents glacés qui hurlaient chaque nuit entre les rondins mal ajustés. Le sol n'était que de la terre battue, froide et dure, sans la moindre trace de confort. Ses larmes coulèrent librement lors de cette première soirée, se mêlant à la poussière qui couvrait ses jupons. Elle avait la sensation d'être exilée au bout du monde, arrachée à la vie qu'elle connaissait. Pourtant, à l'aube, lorsque les premières lueurs éclairèrent la misère du lieu, Lévi s'approcha silencieusement et lui tendit un marteau. Aucun mot de compassion, aucun regard de reproche. Juste un outil. 10 doigts calleux qui proposait sans forcer. Une invitation discrète à ne pas sombrer. Clara se demanda alors si cette punition ne serait pas, en vérité, l'occasion de se libérer, pour la première fois, des chaînes dorées de son existence passée. Très vite, elle se retrouva face à son reflet dans un vieux miroir fendu, posé de travers contre une paroi irrégulière. Ses cheveux châtains, d'ordinaire disciplinés en élégants chignons, retombaient désormais en vagues indomptées sur ses épaules. 2 jours seulement dans ce qu'elle appelait sa prison de montagne, et déjà elle avait l'impression de devenir une version diminuée d'elle-même, presque une étrangère à sa propre peau. Sa robe de voyage, un tissu coûteux jadis immaculé, portait des traces de boue et de suie. Au ranch Weston, elle aurait eu 5 tenues rien que pour le matin. Sa femme de chambre aurait chauffé l'eau pour un bain parfumé, et non cette eau glacée du ruisseau que Lévi lui avait simplement désignée d'un bref signe du menton. Insupportable, murmura-t-elle, mais le mot ne s'adressait pas aux conditions rudes du lieu. Il visait son père, et la manière dont il avait pratiquement jeté sa fille hors de son carrosse, sans un regard en arrière. « Tu me remercieras quand ton obstination aura enfin été brisée », avait-il tonné. « 1 mois avec Aïe, et tu supplieras d'épouser Howard Spencer. » Clara avait relevé le menton en le fixant de ses yeux brûlants de fierté. Elle préférerait vivre dans cette misère pour le reste de ses jours plutôt que de se lier à Howard Spencer, cet homme cupide, arrogant et répugnant. À l'extérieur, le rythme régulier d'une hache s'abattant sur du bois remplissait le silence, ponctuant l'air d'un son sec et précis. Lévi y parlait à peine. Depuis son arrivée, il n'avait pas prononcé plus de 10 mots. Il lui avait montré l'endroit où dormir, lui avait désigné le coin du feu, puis était reparti accomplir ses tâches interminables sans demander ni recevoir la moindre aide. Clara avait grandi au milieu des rumeurs entourant l'enfant des montagnes, ce garçon qui avait survécu seul après la mort dramatique de ses parents dans une tempête de neige. Il ne descendait en ville que pour troquer du gibier et des peaux. Les dames de bonne société l'appelaient « sauvage ». Les hommes utilisaient des termes bien plus durs. Pourtant, aucune de ces descriptions ne l'avait préparé à sa présence. Lévi se mouvait avec précision, chaque geste semblait pensé, utile, sans gaspillage. Ses yeux sombres observaient tout mais ne trahissaient rien. Un coup soudain frappé contre le chambranle de la porte la fit sursauter. Lévi se tenait là, un fagot dans les bras. Le feu s'éteint, dit-il simplement en désignant l'âtre. Clara croisa les bras. Je ne sais pas comment m'en occuper. Elle aurait voulu que cela sonne fier, mais sa voix vibrait de gêne. Une émotion traversa le regard du jeune homme. Une seconde fugitive. Surprise peut-être. Je n'en ai jamais eu besoin, ajouta-t-elle, défensive. Lévi posa le bois près du foyer et s'accroupit devant les braises mourantes. Avec calme, il disposa du petit bois de façon ordonnée, comme s'il reconstruisait un monde en miniature. De sa poche, il sortit un couteau à manche en bois marqué par le temps, la lame polie par des années d'utilisation. De rapides mouvements précis firent naître de fines boucles de bois qui tombèrent comme des copeaux d'espoir sur les braises. Ça prend mieux ainsi, expliqua-t-il. Une phrase entière. Clara s'approcha malgré elle. Ce couteau, il a l'air ancien. De mon père, répondit-il. 2 mots, mais derrière eux, un univers de perte et de silence. Bientôt, les flammes se mirent à danser,
réchauffant l'espace et chassant l'ombre glaciale qui habitait les lieux. Clara s'assit sur un tabouret grossier, tendant ses mains engourdies vers le feu. Son estomac protesta bruyamment. Lévi observa le bruit, puis le regarda elle, et enfin la miche de pain dur posée sur la table. « Tu n'as pas mangé. »« Je ne sais pas préparer quoi que ce soit. » Cette fois, ce fut peut-être de l'incrédulité qui passa dans ses yeux. Il se leva pourtant sans un mot, prit un pot de métal et se dirigea vers la porte. « Où allez-vous » demanda-t-elle, soudain inquiète. Son silence était difficile, mais son absence l'était davantage. « De l'eau » répondit-il. Puis, se ravisant, il ajouta, avec la même simplicité impassible, « Tu peux apprendre. » Clara hésita, regarda ses bottines fines et inadaptées. Pourtant, elle le suivit. Le ruisseau chantait parmi les pierres, clair et vivace. Lévi remplit le pot sans troubler le fond. En amont pour boire. En aval pour laver. Une règle élémentaire. Une vérité qu'elle ignorait. Et tant d'autres encore. De retour dans la cabane, il ajouta des racines, un peu de viande séchée, et quelques herbes qu'il sortit d'un petit sac. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Thym sauvage. » Oseille des présidents donnent du goût. Elle observa sa dextérité, ses gestes économes et sûrs. Cet homme que l'on disait rustre en savait, en réalité, bien plus qu'elle sur ce que signifie vivre. Plus tard, ils partagèrent ce ragoût modeste dans un silence habité par les crépitements du feu. À la lueur vacillante, Clara examina le profil sévère de Lévi. Ses traits auraient pu être beaux, mais son visage semblait taillé pour résister, non pour séduire. Une force contenue, un mystère verrouillé derrière ses yeux attentifs. « Pourquoi as-tu accepté tout cela » demanda-t-elle soudain. « Accueillir la fille de ton ennemi ?» La cuillère de Lévi resta suspendue un instant. « Ton père n'est pas mon ennemi » répondit-il, sans ni rancœur. « Les autres pensent le pire de toi » insista-t-elle. Il se contenta de hausser les épaules. « On pense aussi le pire de moi. » Elle se tut, troublée. « Alors pourquoi ?» Ses doigts effleurèrent machinalement le manche de son couteau, attestant d'une habitude née de l'instinct de survie. La cabane a besoin de réparation. L'hiver approche. 4 mains valent mieux que 2. Il regarda ses doigts fins, trop lisses. Elles peuvent apprendre, si elles veulent. Son regard croisa enfin le sien, directement, sans la fuir. Dans ses yeux à lui, aucune pitié. Juste un constat. Un défi peut-être. Clara se redressa. Il le faudra bien. Lévi hocha la tête, puis termina son repas. Ils n'ajoutèrent rien d'autre, mais quelque chose venait de se fissurer. Comme la surface glacée d'un lac annonçant le printemps. La nuit s'empara du ciel. Les vents de montagne murmurèrent entre les pins centenaires des secrets que seuls ceux qui survivent aux hivers terribles comprennent vraiment. Clara, emmitouflée près du feu, se demanda quelles histoires ces arbres pouvaient raconter sur l'homme assis en face d'elle, et quel récit mystérieux attendait encore de s'écrire pour eux deux. 3 jours devinrent une semaine. Les mains de Clara, autrefois douces et impeccables, portaient désormais des cloques rouges et douloureuses. Elle avait tenté de laver le linge au ruisseau, mais l'eau glacée avait engourdi ses doigts au point qu'elle ne sentait plus le savon lui glisser des mains. Chaque petite tache devenait un combat. Porteur l'eau du ruisseau ? Elle en avait renversé la moitié. Attiser le feu ? Elle avait failli incendier la cabane. Elle se sentait maladroite, inutile, humiliée. Stupide chose. Souffla-t-elle un matin en examinant ses mains tremblantes. Pourtant, Lévi, silencieux comme toujours, ne la réprimandait jamais. Il reprenait son travail là où elle avait échoué, sans un mot de reproche, mais sans compliment non plus. Cette absence totale de jugement, d'un côté apaisante, devenait aussi une épreuve plus redoutable que les critiques de son père. Car elle réalisait qu'ici, elle ne pouvait accuser personne de sa faiblesse. C'était à elle de prouver sa valeur. Lévi lui montrait parfois un geste à reproduire, un outil à manier, rien de plus. Une fois, il s'approcha, prit délicatement sa main pour corriger la manière dont elle tenait une corde. Le contact fut bref, mais il déclencha en elle une chaleur inattendue. Ses yeux se relevèrent vers lui. Il s'éloignait déjà. Un matin particulièrement froid, Clara se réveilla avant l'aube. La neige avait recouvert le monde d'un manteau immaculé durant la nuit. L'hiver s'annonçait prématurément. Elle observa Lévi à travers la petite fenêtre, fendant des bûches avec une précision presque hypnotique.
Chacune tombait au sol avec la même rigueur. Implacable. Efficace. Elle comprit soudain pourquoi son père l'avait envoyée ici. Il pensait la briser. La réduire au silence. La plier à sa volonté. Elle sentit une flamme monter en elle, plus chaude que le feu du foyer. Une flamme d'indépendance neuve, fragile, mais réelle. Elle se leva, les mains encore endolories, et enfila son manteau usé. Elle poussa la porte et marcha vers Lévi, son souffle devenant vapeur dans l'air glacé. Il s'arrêta, surpris de la voir si tôt dehors. « Montre-moi, dit-elle simplement. Il la regarda un moment. Puis il plaça une hache entre ses mains. Ses doigts tremblaient, mais elle serra le manche. La neige crissait sous leurs bottes. Lévi se tint derrière elle, ajustant légèrement sa posture, murmurant « Utilise ton poids. Pas ta force. » Elle frappa. La bûche se fendit en deux, et une étincelle d'orgueil illumina son cœur. Lévi la regarda avec la plus petite trace de reconnaissance, minuscule mais authentique. Elle en tira une joie qu'elle n'aurait jamais cru possible il y a encore quelques jours. À mesure que la neige s'installait, Clara apprit. Lentement. Doucement. Elle découvrit que son corps pouvait faire plus qu'arpenter les salons et danser dans les bals. Elle se surprit à savourer les progrès. À attendre les moments où Lévi lui montrait quelque chose de nouveau. Où il la regardait vraiment. Les jours devinrent pleins. De corvées. De silence. D'observations volées. Elle apprit que Lévi parlait rarement parce que les mots n'ont pas d'intérêt quand le travail suffit. Elle apprit aussi qu'il écoutait tout, même ce qu'elle ne disait pas. Une nuit, alors que le vent rugissait, une bourrasque fit claquer la porte, et Clara sursauta. Lévi, assis près du feu en train d'affûter son couteau, leva les yeux vers elle. Ses pupilles captèrent la lumière comme deux éclats de nuit profonde. Il lui adressa un infime signe de tête, comme pour dire qu'elle était en sécurité. Cela suffit à apaiser son cœur. Clara Weston n'était plus la jeune héritière capricieuse de la plaine. Elle devenait une femme forgée par la montagne. Par la solitude. Et par un homme qui ne parlait presque pas. Pourtant, un détail demeurait. Quelque chose d'indicible, prêt à éclore. Entre eux, un fil fragile se tissait. Invisible aux yeux du monde. Inévitable. La montagne n'efface pas les gens. Elle les révèle. Et Clara sentait que, dans cette cabane dévastée et dans le regard de Lévi Haye, un avenir inattendu commençait lentement à respirer. Peut-être que son père n'avait pas compris la nature véritable de sa punition. Car dans le silence des hauteurs, Clara Weston n'était pas en train de se briser. Elle était en train de naître. Dans la pénombre parfumée de résine, aucun reproche ne traversait l'air, aucun signe d'impatience ne venait la piquer comme une aiguille d'orgueil. Seulement ce regard tranquille et cette manière silencieuse de corriger, de montrer l'exemple sans jamais hausser la voix. Cette compétence sur qu'il possédait rendait chacune des maladresses de Clara encore plus cuisante. Elle sentit ses jambes fléchir. Elle se laissa glisser contre le tronc rugueux d'un pin, et la fatigue s'insinua dans ses os, plus lourde qu'un manteau trempé. Il y avait à peine une semaine, elle lisait de la poésie française dans le salon feutré de son père. À présent, elle échouait à laver une chemise sans s'abîmer les mains, incapable de la moindre tâche de base. Sa dernière robe propre, cette élégante tenue bleue de voyage qui rappelait encore les bals et les salons éclairés aux chandelles, s'accrocha soudain à une branche aussi tranchante qu'une lame. Le bruit sec du tissu qui se déchire résonna dans la forêt silencieuse comme un coup de feu. Clara porta des doigts tremblants à la longue déchirure qui mordait le tissu sur toute la couture du côté. Les bords effilés pendaient, irrécupérables. Ses yeux se remplirent de larmes, et elles débordèrent avant même qu'elle puisse les contenir. Ce n'était pas seulement une robe abîmée. C'était son dernier lien avec le monde qu'elle avait perdu. Quelque chose en elle se fissura, net. Sans réfléchir, elle ramassa ses jupes déchirées et se mit à marcher. Loin du regard trop lucide de Lévi. Loin de cette existence brutale qui n'avait rien à voir avec les promesses qu'on lui avait faites. Le sentier de la montagne s'inclinait vers la vallée. La ville se trouvait là-bas, elle le savait. 15 miles de terrain abrupt, mais cela lui semblait préférable à cette lente agonie de fierté. Son père avait eu tort. Elle ne retournerait pas chez lui, suppliant pour devenir l'épouse soumise d'Howard Spencer. Elle trouverait un travail. Peut-être institutrice. Ou dame de compagnie auprès d'une vieille femme distinguée. N'importe quoi plutôt que cela.
Elle avait parcouru 2 miles environ lorsque des nuages noirs envahirent brusquement le ciel. La température chuta. De grosses gouttes épaisses martelèrent le feuillage, puis son visage, puis son cœur. Elle accéléra, mais le sol devint glissant, boueux sous ses chaussures faites pour danser, pas pour affronter la nature. Le tonnerre éclata, brutal, et elle perdit pied. Elle dévala un petit talus, son vêtement se déchirant un peu plus, son corps heurtant la terre gorgée d'eau. La pluie tombait à présent en rideau, pénétrant chaque fibre de ses habits en quelques secondes. Clara se recroquevilla contre un rocher, grelottante, les dents claquant de froid. Stupide. Quelle folie d'être partie comme cela, sans nourriture, sans direction, avec pour seule arme son orgueil blessé. Clara. La voix de Lévi traversa la tempête. Le soulagement se mêla à la honte, violent l'un comme l'autre, lorsqu'elle le vit se rapprocher, silhouette solide dans la pluie. Il s'accroupit à côté d'elle, ses yeux cherchant les siens. « Tu allais quelque part ?» demanda-t-il calmement. Aucun reproche, seulement un constat posé là comme une pierre. « En ville ?» répondit-elle entre 2 claquements de dents. 15 miles. Sans nourriture. Sous un orage. Sa voix n'avait pas changé de ton. Tu serais morte. Plutôt mourir que vivre comme ça. Je ne sers à rien ici. Je ne sais ni cuisiner ni nettoyer ni porter l'eau. Je suis incapable de laver des vêtements sans me blesser. Mon père avait raison. Je ne suis qu'une enfant gâtée et inutile. Stop. Un seul mot, doux, mais ferme comme un verrou. Elle se tut. Tu es ici depuis 7 jours. Moi, depuis 7 ans. Sous la pluie, elle cligna des yeux, surprise. Il m'a fallu 3 mois pour réussir un feu correct, ajouta-t-il en lui tendant la main. 6 mois avant de poser un collet sans qu'il soit vide. Elle posa enfin sa main dans la sienne. Sa paume rugueuse enveloppa sa peau blessée avec une douceur inattendue. Et 1 an pour construire cette cabane. Il l'aida à se relever. Je ne t'ai pas choisi. Pas plus que tu ne m'as choisi. Cette vérité simple lui coupa le souffle. Dans sa misère, elle avait oublié que lui aussi n'avait eu aucun mot à dire dans cet arrangement qui les liait. Pourtant, nous sommes là, conclut-il en retirant sa propre veste pour la déposer sur ses épaules. La laine rêche la réchauffa immédiatement. Une odeur de bois, de fumée et de pain flottait encore dans le tissu. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle odeur pouvait lui sembler rassurante. Ils marchèrent en silence vers la cabane. Dès qu'elle glissait, sa main se trouvait déjà là pour la rattraper. De retour, il raviva le feu sans un mot, pendant qu'elle se pelotonnait près de la chaleur, toujours serrée dans sa veste. Quand ses tremblements cessèrent, il lui donna un paquet de vêtements. Une chemise et un pantalon d'homme, élimés mais propres. Tout ce que j'ai, jusqu'à ce que les tiens sèchent. Clara les serra contre elle. La réalité de sa situation tomba comme une lourde couverture. Il n'y aurait pas de fuite héroïque. Pas de sauveur venu à cheval. Elle murmura seulement « merci ». Lévi hocha la tête et se détourna pour lui laisser l'intimité nécessaire. Derrière une couverture grossière suspendue en guise de paravent, elle observa sa robe bleue éventrée. Au-delà de toute réparation. Comme la vie qu'elle avait abandonnée. Elle ressortit vêtue des habits trop grands. Le bas du pantalon roulé, les manches pendantes. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose venait de changer. La première édition. Non pas une défaite, mais l'acceptation de ce qui est, plutôt que de ce qui était. Dehors, la tempête rugissait encore, mais dans la petite cabane, une trêve fragile venait de naître. Les jours passèrent. Clara apprit à tenir un petit hachoir entre ses mains encore maladroites. Lévi observait sa posture, corrigeait son geste du menton. Lorsqu'elle frappa le bois trop timidement, la lame glissa sur l'écorce sans éclater le bois. Elle inspira, tenta de donner plus de force, et enfin un éclat de bois se détacha dans un bruit sec. Lévi hocha la tête. Mieux. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa fuite avortée. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, décidée à apprendre. Ses ampoules s'étaient durcies. Ses mains autrefois fines et soignées portaient désormais les marques de l'effort et de la persévérance. Le 2e matin après la tempête, elle avait déclaré, sans trembler, « Je veux tout apprendre ». Lévi n'avait pas paru surpris. Comme s'il avait toujours su qu'elle en serait capable. Leur vie suivait un rythme simple et précis. L'eau et le bois à l'aube, la recherche de nourriture et les réparations l'après-midi,
la préparation du repas et un peu de couture le soir. Clara imitait chacun de ses mouvements, posait des questions lorsque nécessaire, et parfois même anticipait. Ce jour-là, après avoir maîtrisé les bases du feu, elle observa Lévi tailler un morceau de bois près de l'âtre. Le couteau glissait avec une assurance presque artistique. « Que fais-tu » demanda-t-elle en s'asseyant près de lui. « Une cuillère. Nous en avons besoin d'une autre. » Elle suivit la courbe qui prenait forme sous la lame, émerveillée. « Puis-je essayer de fabriquer quelque chose d'utile » Un éclair de surprise passa dans ses yeux. Pas grand-chose, juste un léger écart dans son souffle, une minuscule suspension de son mouvement. Puis il fouilla dans sa poche et sortit un petit couteau. « Mon premier. Il coupe moins bien, mais c'est plus sûr pour apprendre. » Elle sentit un honneur étrange l'envahir en touchant cet objet patiné par ses années de solitude. Lévi choisit un petit morceau de pain, lui montra comment tenir l'outil, comment suivre la ligne du bois. Toujours coupé vers l'extérieur. Le bois a ses idées propres. Tu dois travailler avec lui, pas contre lui. Ses premières tentatives furent maladroites. Le bois résistait, son pouce glissait, un éclat faillit lui entailler la peau. La frustration monta, brûlante. Elle se revit agenouillée dans la boue, sa robe en lambeaux. Elle se revit pleurant sous la pluie. Elle inspira profondément. Elle avait vaincu ces épreuves-là. Elle vaincrait celle-ci. Elle concentra ses gestes, écoutant le bois plus qu'elle ne l'affrontait. Peu à peu, le pain céda. L'après-midi se teinta d'or, la lumière descendit sur le sol de la cabane tandis que le feu crépitait doucement. Leurs lames chantaient un rythme régulier, discret, qui remplissait l'espace d'une paix nouvelle. Clara oublia le temps, la fatigue, la faim. Elle ne se rappelait plus avoir un jour travaillé ainsi avec ses mains. Lorsqu'enfin elle posa le couteau, elle contempla son œuvre. La cuillère était bancale, le manche trop épais, le creux à peine assez profond pour contenir une gorgée de soupe. « C'est affreux » souffla-t-elle, déçue. Lévi prit l'objet. Il l'examina comme on évalue un trésor. Elle tiendra la soupe. C'est tout ce qui compte. Rien qu'une phrase. Simple. Honnête. Clara sentit la chaleur lui monter aux joues, non pas de honte, mais de fierté. Dans les salons distingués, l'esthétique dominait tout. Ici, la fonction était reine. La montagne imposait ses propres règles. Ils préparèrent ensemble un repas modeste, mais ce soir-là, la soupe fumante qu'ils partagèrent semblait être la plus nourrissante du monde. Parce qu'elle avait contribué à la façonner. Parce qu'il l'avait regardée non comme un fardeau, mais comme une alliée. La tempête avait emporté ses illusions. Le travail avait bâti un pont entre eux. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir leur réservait. Cependant, une certitude tranquille s'installait déjà dans son cœur. Elle n'était plus une simple invitée du destin. Elle devenait l'artisane de sa propre survie. Et Lévi, cet homme taciturne qui lui avait tendu la main au bord du gouffre, n'était plus le geôlier et silencieux qu'elle avait d'abord redouté. Il était le compagnon de route que la montagne leur avait imposé. Peut-être même, un jour, deviendrait-il davantage. Pour l'instant, ils partageaient un feu, un toit rudimentaire, un accord tacite, et une cuillère pas très belle, mais parfaitement apte à nourrir l'espoir. Une fragile victoire, née d'un morceau de bois et de deux vies réapprenant à se construire, l'une auprès de l'autre. Clara s'habituait peu à peu au rythme rude et simple de la montagne. Lorsque le ragoût de lapin fut prêt, Lévi attrapa les bols, puis suspendit son geste. Il se servit avec sa vieille cuillère usée, avant de remplir le sien à elle et de le lui tendre accompagné de la cuillère qu'elle avait taillée elle-même tant bien que mal. Première utilisation, murmura-t-il avec sobriété. Clara plongea l'ustensile imparfait dans la soupe épaisse. Une émotion étrange la traversa, presque tendre. Malgré sa forme inhabile et les traces de maladresse visibles dans le bois, la cuillère accomplissait parfaitement sa tâche. Ils mangèrent en silence, dans une tranquillité qui n'avait plus rien d'oppressant, jusqu'à ce que Clara rompe le calme. Mon père serait scandalisé de me voir ainsi. Pas à cause du ragoût, ni du fait de partager la table avec vous, mais à cause de la cuillère. Il serait horrifié de me savoir en apprentissage de survie, loin des domestiques, loin du luxe. Elle observa ses mains durcies, marquées de fines petites blessures. Il ne pensait pas que Jean serait capable. Et vous, le pensez-vous ? Lévi la fixa de ses yeux sombres, attentif à chaque nuance dans sa voix. Y avez-vous pensé vous-même ? Clara prit le temps de réfléchir à cette interrogation.
2 semaines plus tôt, elle n'était que la fille gâtée d'un riche propriétaire terrien, incapable de subvenir à ses besoins hors du domaine familial. Elle ignorait comment allumer un feu ou porteur du bois sans s'abîmer la peau. Aujourd'hui, elle pouvait fendre des bûches, garder la flamme vive dans l'âtre, et créer un objet de ses propres mains. Je commence à croire que oui. Je commence à croire que je peux. Un semblant de sourire effleura les lèvres de Lévi. Bien. Après le repas, Clara posa sa cuillère près du foyer, avec une délicatesse presque solennelle. Elle n'était pas belle. Elle n'avait rien d'une œuvre d'art. Pourtant, elle lui appartenait. Elle représentait la première chose utile qu'elle avait fabriquée elle-même. Cette pensée réchauffa son cœur. Plus tard, étendue sur sa paillasse, Clara sentit quelque chose de différent en elle, une fierté nouvelle. Son corps portait les empreintes d'un travail honnête. Ses mains révélaient l'effort d'une journée bien remplie plutôt qu'une existence oisive. Demain, elle apprendrait encore. Elle construirait davantage. Pour la première fois depuis son arrivée, elle s'endormit sans envisager la fuite. Le voyage jusqu'au bourg se déroula à vive allure sur l'ancien cheval de bâtiment de Lévi. Clara était assise derrière lui, consciente à chaque instant de la proximité de son dos solide contre sa poitrine. Cette proximité l'embarrassait encore, bien qu'elle lui procurât un sentiment de sécurité inattendu. Au bout du premier mille, elle avait cessé de trouver indécent de tenir Lévi par la taille pour ne pas basculer. Nous aurons besoin de farine, de sel, et de café si l'on en trouve, annonça Lévi par-dessus son épaule, la voix portée par le vent qui leur fouettait le visage. Souhaitez-vous quelque chose d'autre? Clara réfléchit, le regard absorbé par les pins immenses bordant le sentier. 3 semaines en montagne avaient radicalement transformé sa perception des nécessités. Du fil. Il me faut encore repriser ma robe. Lévi acquiesça tandis qu'ils atteignaient le sommet d'une colline. En contrebas, la vallée s'ouvrait sur une bourgade modeste à l'activité discrète. Une unique voie de terre serpentait entre quelques bâtiments dispersés. Vue avec les yeux d'une jeune femme désormais habituée au silence des hauteurs, cette rue grouillante lui parut presque une ville. Ils vont regarder, prévint Lévi alors qu'ils approchaient. Parce que je suis avec vous, demanda-t-elle. Parce que tout le monde sait que votre père vous a envoyé ici. Les gens parlent. La bourgade n'avait pas changé depuis l'unique passage de Clara, lorsque son père l'avait livrée à Lévi comme une faute à corriger. Une épicerie-mercerie, une église, un saloon poussiéreux, le forgeron, quelques petites enseignes. Plusieurs chevaux patientaient près de la boutique générale. Lévi l'aida à descendre, ses mains fortes et précautionneuses entourant sa taille. Ce contact bref et doux la surprit. Prête? Elle redressa le col du manteau de Lévi qu'elle portait, bien trop grand mais propre. Elle inspira profondément. La cloche au-dessus de la porte tinta à leur entrée. Le brouhaha cessa aussitôt. 6 regards se braquèrent sur eux. Monsieur Harmon, le propriétaire, fut le premier à se ressaisir, le commerce reprenant l'avantage sur l'étonnement. Aïe! Cela fait un moment. Lévi se contenta d'un signe de tête et s'avança vers le comptoir. Clara suivit, sentant le poids des murmures se poser sur ses épaules. 2 femmes gloussèrent derrière des mains levées devant leurs lèvres. Une troisième, qui rangeait des bocaux, en la voyant, en lâcha presque un. Par ma foi, c'est la fille de Samuel Weston, chuchota l'une d'elles. Vivant dans le péché avec ce sauvage de montagne, répondit une autre sur le même ton, mais suffisamment fort pour que Clara l'entende. La honte lui monta au visage, cuisante. Elle s'était préparée à subir le jugement, mais la brutalité de l'accusation l'écœura. Elle et Lévi vivaient dans un respect absolu, chacun dans son espace, unis par la nécessité, non par l'indécence. Lévi sembla ne pas entendre. Ou peut-être choisissait-il de s'en détacher, habitué depuis longtemps à ces insultes. Il échangea des pots contre des provisions avec efficacité. Clara parcourut les étagères, examinant des bobines de fil pour échapper au regard brûlant. Elle en sélectionna une, solide et d'un brin discret, accompagnée d'aiguilles, puis rejoignit le comptoir. Mettez cela au compte de Haye, s'il vous plaît. Les sourcils du marchand se haussèrent en signe de surprise. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, une femme au chignon sévère s'approcha, l'air pincé. Mademoiselle Weston. Je suis Harriet Wheeler, secrétaire de l'église. Nous sommes très préoccupés par votre situation. Miss Weston, rectifia doucement Clara, avec la grâce apprise dans les salons et pensionnats. Et je vous assure qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter.
Une jeune femme de votre condition, vivant sans chaperon avec un homme de ce genre? Le regard glacial de Madame Wheeler glissa vers Lévy comme sur quelque créature indigne. Le révérend Mills serait ravi de vous trouver une famille respectable pour vous accueillir. Clara sentit Lévy se raidir près d'elle, tel un animal sous menace. Elle sourit pourtant avec une politesse irréprochable. C'est très aimable. Toutefois, Monsieur Hay se conduit en parfait gentleman. Je suis parfaitement à mon aise dans nos arrangements. Madame Wheeler eut un frémissement dédaigneux comme si Clara venait d'annoncer qu'elle dansait nue sur la place du village. Votre père doit se mourir d'inquiétude. Quel scandale! Clara sentit en elle une étrange solidification, comme si son cœur se changeait en pierre polie. Madame Wheeler, c'est mon père qui a voulu cette situation. Selon ses propres mots, Monsieur Hay devait m'enseigner la valeur de l'obéissance. Si scandale il vient de lui. La femme émit un petit cri étouffé, outré. Nos achats sont prêts, intervint Lévy, d'un ton calme, touchant légèrement le coude de Clara. Elle perçut dans son regard une urgence contenue, celle de quitter ces lieux. Dehors, Clara expira lentement. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Vous avez dit la vérité, coupa Lévy en attachant le paquet au bâtiment du cheval. Il n'y a rien à excuser. Au moment de remonter, Monsieur Harmon surgit avec un paquet enveloppé de papier Kraft. J'allais oublier. On a laissé ceci pour vous. Le nom de Clara était calligraphié à l'encre noire. Elle remercia, incertaine, et garda le paquet serré contre elle pendant la route. Lorsqu'ils arrêtèrent le cheval pour le laisser boire, elle défit finalement les liens du papier. Une petite Bible apparut, accompagnée d'un billet glissé à l'intérieur. Pour vous guider dans vos circonstances malheureuses. Nous prions pour votre salut moral. Société d'entraide des dames. Clara observa l'objet, puis contempla le profil impassible de Lévy qui vérifiait un fer de sabot. Il pense que je dois être sauvée de vous, dit-elle d'une voix neutre, en lui tendant le billet. Ses yeux rencontrèrent les siens. Une lueur indéchiffrable y passa. En avez-vous besoin? Elle examina l'homme devant elle. Celui qui lui avait appris à fendre du bois plutôt que d'attendre qu'il le fasse. Celui qui lui laissait la place la plus chaude près du feu. Celui qui ne l'avait jamais regardé autrement qu'avec respect. Non. Pas le moins du monde. Il se pourrait en revanche que j'ai besoin d'être sauvé de leurs bonnes intentions. Pour la première fois, elle entendit Lévy rire. Un son bref, presque rauque, comme rouvert après un long silence. Ce rire la réchauffa plus profondément que n'importe quel accueil du village. Quelques jours plus tard, Clara se trouvait sur le toit fraîchement réparé, un marteau en main, contemplant leur réussite. Après une semaine de planification et 3 jours de travail, la cabane était enfin à l'abri de la pluie. Ses bras la lançaient. Son dos protestait à chaque mouvement. Pourtant, la fierté surpassait largement la fatigue. Nous avons réussi, souffla-t-elle en essuyant la sueur de son front. Lévy ramassa ses outils et hocha la tête. Depuis son arrivée, il avait évolué sans qu'elle s'en rende compte. Il ne l'aidait plus en exécutant les tâches à sa place, mais en travaillant avec elle, épaule contre épaule. Ce n'était plus de l'assistance. C'était une coopération. Tempête en approche, constata-t-il en scrutant les nuages sombres. Juste à temps, répondit Clara avec un sourire. Ils avaient travaillé de l'aube au crépuscule pour achever avant la pluie. Lévy avait insisté pour que chaque bardeau soit solidement cloué, chaque joint soigneusement scellé. Cela devrait tenir tout l'hiver, ajouta-t-il, avec un rare soupçon de satisfaction. L'hiver. Le mot resta suspendu entre eux. Son père l'avait envoyé chez Lévy pour 1 mois. Ce mois se terminait le lendemain. Le tonnerre gronda au loin tandis qu'il descendait par l'échelle que Lévy avait construite de ses mains. Les pensées de Clara s'entrechoquaient comme les nuages s'amoncelant au-dessus de la vallée. Son père enverrait sans doute quelqu'un la chercher, convaincu qu'elle reviendrait soumise, prête à épouser Howard Spencer sans protester. Dans la cabane, ils se mouvèrent avec une harmonie née des jours passés côte à côte. Clara remuait le ragoût pendant que Lévy découpait le pain. La routine n'avait plus rien d'étrange. Elle avait même acquis une douceur réconfortante. Demain marque 1 mois, dit-elle finalement, exprimant ce qui occupait son esprit depuis le matin. Lévy s'immobilisa, la lame suspendue dans l'air. Oui. Votre père vous attendra. Elle se força à garder une voix neutre, bien que son cœur batte trop vite. Humilié par ma vie sauvage, en théorie.
La pluie commença à marteler la toiture neuve. Aucun des deux n'exprima sa satisfaction de rester au sec. Leurs pensées se concentraient sur un avenir incertain. « L'êtes-vous » demanda Lévi après un long silence. Humiliée ? Clara observa la femme qu'elle était devenue. Elle avait quitté sa maison dans des vêtements luxueux. Elle portait désormais des bottines usées et une robe reprisée. Ses mains n'étaient plus délicates, mais fortes. « Pas humiliée » dit-elle lentement. « Changée. » Ils mangèrent tandis que la tempête s'intensifiait, le vent sifflant contre les murs de rondins. Le toit tint bon. Aucune goutte ne s'infiltra. « Allez-vous partir » demanda Lévi enfin, sa voix presque couverte par le grondement du ciel. La question contenait une profondeur que les mots seuls ne pouvaient exprimer. Clara le contempla longuement. Cet homme silencieux, son guide et son allié, n'était plus le sauvage que la ville imaginait. Il était Lévi. Simplement Lévi. « Le voulez-vous » demanda-t-elle dans un souffle, brûlant de connaître la vérité. Ses yeux s'ouvrirent davantage, dévoilant une vulnérabilité cachée. Non. Un seul mot. Dépouillé de toute tentative de convaincre. Une vérité nue. Clara sentit une tension disparaître en elle. Alors je ne partirai pas. Le visage de Lévi se détendit légèrement. Le coin de sa bouche se releva en un presque sourire. Nous devrions informer votre sœur, suggéra-t-il. Qu'elle ne vous croit pas disparu. Clara acquiesça, touchée par son attention. Elle s'inquiéterait, oui. Leur conversation s'arrêta là, remplacée par le fracas de la pluie contre le toit. Ils rangèrent la table, plongés dans leurs pensées, conscients qu'une décision venait d'être prise sans retour possible. Plus tard, alors que Clara s'apprêtait à rejoindre son lit dans sa petite alcôve séparée par un rideau, elle aperçut une nouveauté à sa place, un oreiller. Une housse grossière, remplie de mousse séchée et d'aiguilles de pin, cousue avec des points hésitants mais appliqués. Elle le toucha du bout des doigts, émue. Une seule fois, elle s'était plainte du manque de confort, puis elle avait oublié. Lévi, lui, n'avait pas oublié. Quand elle ressortit derrière le rideau, Lévi était déjà couché de l'autre côté de la pièce. « C'est vous qui l'avez fait » demanda-t-elle dans un murmure. Il leva les yeux vers elle puis détourna le regard. « Je pensais que vous dormiriez mieux ainsi. » Ce simple objet représentait bien davantage qu'un morceau de tissu rembourré. C'était une attention délicate. Une reconnaissance implicite de sa présence durable. Cet oreiller signifiait que Clara ne serait plus de passage. Elle avait un chez elle désormais. La gorge serrée, elle souffla dans l'obscurité, « Merci ». Et ces quelques syllabes contenaient toute la gratitude, toute la transformation, et peut-être même quelque chose de plus qui commençait doucement à naître entre eux. Clara rapposa son regard sur Lévi qui, ce soir-là, vérifiait encore ses pièges à la lueur du feu. La pluie tombait drue sur le toit solide qu'ils avaient renforcé ensemble, créant un martèlement régulier, presque apaisant. Elle s'étendit sur son oreiller bourré de mousse, surprise de constater à quel point cette existence rude lui paraissait désormais familière. Son père l'avait envoyée dans ces montagnes pour la punir, convaincu que la solitude et l'inconfort la ramèneraient plus docile. Pourtant, contre toute logique, elle avait trouvé ici une forme de liberté qu'elle n'aurait jamais imaginée. Demain, elle devrait commencer à réfléchir à la manière d'annoncer sa décision à sa famille. Ce soir, elle se contenta d'écouter la tempête qui grondait au dehors et le souffle régulier de Lévi, installé sur la paillasse de l'autre côté de la pièce. Elle ne comptait plus les jours comme on attend une peine de prison à purger. Elle accueillait le temps, avec ses surprises et ses petites victoires. L'air de la montagne portait déjà un parfum d'automne, cette fraîche morsure du soir signalant l'approche du froid. Assise sur la marche du perron, elle serra contre elle son châle, autrefois une vieille chemise à Lévi qu'elle avait patiemment transformée. Sur ses genoux reposait une précieuse feuille de papier, l'une des 3 qu'ils avaient pu acheter lors de leur dernière expédition en ville. À ses côtés se trouvait un bout de charbon, qu'elle avait appris à fabriquer grâce aux explications patientes de Lévi en brûlant soigneusement du pain. L'encre était un luxe inaccessible, mais Clara Hara avait décidé qu'Emily recevrait de ses nouvelles, coûte que coûte. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que Samuel Weston l'avait laissée devant ce modeste abri au milieu des montagnes. 2 semaines depuis qu'elle avait résolu de rester ici par choix. Chaque jour apportait une nouvelle compétence à maîtriser, une tâche à apprendre, une habitude à consolider. La cabane se transformait peu à peu, tout comme elle. Elle posa la pointe du charbon sur le papier, mais sa main resta suspendue. Comment expliquer à sa sœur ce qu'elle ne comprenait que depuis peu elle-même ?
Finalement, elle écrivit, « Chère Émilie », les premières traces noircirent le papier, un peu maladroites, mais pleines d'intention. Elle poursuivit, « Je suppose que père vous a dit que je fais preuve d'entêtement et d'insolence. Peut-être a-t-il même proclamé que je suis morte pour la famille, comme il en a proféré la menace. Pourtant, je veux que tu saches que je suis bien vivante. » Clara Hara suspendit son écriture, cherchant les mots justes. Elle ne pouvait pas tout raconter. Elle ne pouvait pas avouer que ce mode de vie rude lui apportait une paix insoupçonnée. Elle ne pouvait pas confier que Lévi l'avait traitée avec une attention respectueuse, à 1000 lieues de la leçon humiliante que son père avait voulu lui infliger. Elle nota, « Ma situation n'est pas aussi désespérée que père le laisse entendre. J'ai un toit, de la nourriture, et je suis en sécurité. » Elle s'arrêta devant le mot suivant. Comment qualifier Lévi ? Monsieur, ne convenait pas à cet homme qui dépouillait le gibier et allumait un feu à main nue. Pourtant, il avait été d'une délicatesse irréprochable, toujours soucieux de maintenir une distance douce et respectueuse, même dans l'étroitesse du lieu où il vivait. Elle tenta une autre approche. J'apprends à me débrouiller seule. Elle grimaça devant l'austérité de cette phrase. Comment décrire ce bouleversement intérieur ? Comment expliquer que la fille de Samuel Weston qui se plaignait lorsqu'un bain n'était pas parfaitement parfumé se baignait désormais dans le ruisseau glacé sans protester, y trouvant même une forme de liberté ? Elle effaça plusieurs lignes avec le bout de son pouce, laissant quelques taches grisées, puis recommença. Tu me manques terriblement, Émilie. Je voudrais pouvoir t'expliquer à quel point tout a changé. Ici, j'apprends à regarder le monde autrement. Les montagnes possèdent une beauté rude, mais sincère. J'y ai découvert une dignité dans le travail que je n'avais jamais perçue auparavant. Une ombre vint se poser sur la lettre. Lévi venait de revenir, le sac de chasse sur l'épaule. Il s'assit près d'elle, sans un mot, regardant la feuille tachée de noir. « Tu écris à ta famille ?» demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête. « À Émilie. » Elle se fait du souci. Il observa les lignes hésitantes. Difficile de tout dire en une seule lettre. Clara poussa un soupir. Comment leur annoncer que je reste, sans paraître indécente ou folle ? Lévi réfléchit, le front légèrement plissé. La vérité est souvent la meilleure réponse. Elle rit faiblement. Que je préfère cette cabane à la grande maison de père ? Que je préfère porter de l'eau et fendre du bois plutôt que servir le thé dans un salon rempli de dames aux gants immaculés ? Ils me croiront devenue folle. Lévi esquissa un sourire presque imperceptible. Émilie peut-être pas. Clara le regarda, étonnée. Tu te souviens de son nom ? Il haussa les épaules. Tu parles souvent d'elle. Il sortit de sa poche un petit paquet enveloppé dans un carré de tissu. J'ai trouvé cela sur le chemin du retour. Je me suis dit que ça te plairait. Dans le tissu, une poignée de mûres juteuses, brillantes comme des perles sombres. Clara les accepta comme un trésor, touchée par cette délicatesse. Elle partagea avec lui, et ils mangèrent ensemble en silence, observant la lumière de l'après-midi glisser lentement sur la clairière. Peut-être que ta sœur comprendra davantage que tu ne le crois, dit Lévi en se relevant. Elle resta pensive un long moment, les doigts encore tachés de fruits. Émilie avait toujours été celle qui voyait les nuances, lorsque leur père ne percevait que le noir ou le blanc. Fortifiée par cette pensée, Clara reprit son écriture, « Chère Émilie, j'ai commencé cette lettre une douzaine de fois, incapable de mettre des mots sur tout ce qui m'est arrivé. Voici la vérité, la seule qui compte. J'ai décidé de rester dans les montagnes. Ce choix n'est motivé ni par la rébellion ni par le mépris à l'égard de notre père. J'ai simplement trouvé ici quelque chose dont j'ignorais le besoin, une paix profonde. Lévi m'a appris à me rendre utile, à survivre par moi-même. Je sais allumer un feu, repriser des vêtements, réparer un toit abîmé. Chaque journée apporte son défi, mais aussi une satisfaction nouvelle. Je sais que ma décision décevra père et sans doute te choquera, toi aussi. La société me condamnerait certainement. Cependant, pour la première fois, j'agis selon ce qui m'offre le plus de sérénité, non selon les attentes qui pèsent sur moi. J'espère que tu pourras comprendre, même si tu n'approuves pas. Et écris-moi, si jamais père te le permet. Je recevrai tes lettres au magasin général de Pinray-Valley. Avec tout mon amour, ta sœur, Clara Hara. Elle relut la lettre, ses imperfections, ses ratures, son écriture un peu tremblée. Elle n'était ni élégante ni raffinée, mais elle disait l'exacte vérité. Elle plia le papier soigneusement.
pourrions-nous la porter en ville demain, demanda-t-elle. Lévi acquiesça. Au lever du jour. Lorsque la nuit enveloppa la montagne et que la première étoile apparut, Clara sentit un poids quitter sa poitrine. La lettre n'expliquait pas tout, loin de là. Mais c'était un début, un premier lien entre son avenir et son passé, une passerelle fragile mais réelle. Les jours suivaient leur cours. Un matin, Lévi posa un fusil contre l'épaule de Clara et lui donna ses premières instructions. Inspire, expire à moitié, et bloque ton souffle. Elle fixa le cône de pain posé sur une souche, loin dans la clairière. 2 mois plus tôt, toucher une arme l'aurait terrifié. À présent, cela lui semblait aussi naturel que de puiser l'eau du ruisseau. Elle pressa la détente, le coup partit, résonnant dans l'air vif. Le cône resta intact. Presque, commenta Lévi, sans la moindre trace de reproche. Elle essaya encore, et encore. À la 5e tentative, le cône vola en éclats. Elle se tourna vers Lévi, un sourire rayonnant éclairant son visage rougi par le vent. « J'y suis arrivé. » Une lueur de fierté traversa brièvement les yeux de Lévi. « Bien. Demain, nous suivrons une piste de cerf. » Sur le chemin du retour, elle observa Lévi d'un œil attentif. Sa démarche assurée, ses gestes précis, son écoute constante des bruits de la forêt lui offrirent une autre vision de lui. Elle comprit qu'il n'était pas un homme sauvage, à peine civilisé, comme elle l'avait cru au début. Il appartenait à ces montagnes, et elle semblait le reconnaître comme un fils. Elle osa poser une question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps. « Tu étais jeune quand tes parents sont morts, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « 14 ans, répondit-il, sans détour. L'âge d'Émilie. » Elle sentit un pincement douloureux. « Personne ne t'a aidé. » Il haussa légèrement les épaules. « Certains ont essayé. Mais beaucoup pensaient que je ne survivrais pas. Quand ils ont vu que je persistais, ils ont préféré garder leur distance. Plus simple que d'avoir affaire à l'étrange garçon des montagnes. » Ils arrivèrent devant la cabane au moment où la lumière commençait à décliner. Son manteau, taillé à partir d'un vieux vêtement de Lévi, se prit dans l'encadrement de la porte. Le tissu céda et 2 boutons se détachèrent. « Zut !» murmura-t-elle en ramassant les boutons tombés dans la terre humide. « Il faudra que j'en trouve d'autres avant l'hiver. » Plus tard, tandis qu'elle préparait le repas du soir, elle remarqua que Lévi était assis près du feu, absorbé dans un travail minutieux. Il tenait une mèche de bois et un petit couteau, sculptant avec une concentration entière. Il avait ramassé en chemin un bois de cerf abandonné, vestige silencieux de la forêt. Il resta plongé dans sa tâche pendant le repas, refusant la conversation sans être impoli, simplement absorbé par ce qu'il façonnait. Quand le dîner fut terminé et que Clara lavait les écuelles, il se leva et s'approcha d'elle. Dans sa paume, 4 petits objets nacrés reposaient délicatement. « Pour ton manteau, dit-il simplement. » Elle en prit un, complètement émerveillée. Les boutons étaient impeccables, taillés avec une précision étonnante, polis jusqu'à l'éclat, et décorés d'une étoile gravée au centre. « Ils sont magnifiques, murmura-t-elle. Bien plus beaux que les originaux. » Lévi se détourna un peu, gêné. L'os tient mieux que le bois. Elle ferma la main dessus, sentant une chaleur étrange irradier du petit objet. Elle comprit tout le soin qu'il avait mis dans ce travail, la délicatesse de cette intention. Ce n'était pas seulement un bouton. C'était une preuve silencieuse d'attention. La soirée se déroula paisiblement. Lévi vérifia ses pièges. Clara cousit les boutons sur son manteau, faisant courir le fil solide dans le tissu assoupli par l'usage. Le feu crépitait, envoyant vers le plafond de petites étincelles dorées. Le vent sifflait entre les branches au dehors, annonçant un hiver précoce. Lévi rompit le silence, « L'hiver arrive vite, ici. Il faudra renforcer le mur nord demain. » Clara leva les yeux. « Je peux t'aider, » affirma-t-elle. Après la chasse, confirma-t-il d'un signe de tête. Elle sentit un frisson d'émotion. Il avait parlé d'eux comme d'un « nous ». Leur maison. Elle effleura cette pensée, et elle ne lui sembla plus étrange du tout. Ici, dans cette cabane perdue au cœur des montagnes, une jeune femme autrefois prisonnière de son rang apprenait la valeur de ses mains. Un homme longtemps rejeté apprenait la douceur de la compagnie. À deux, ils tissaient une existence nouvelle, faite de travail, de respect mutuel, et de petites attentions silencieuses. Les montagnes les observaient, témoins immuables de cette transformation. Et Clara, en relevant la tête vers la nuit étoilée,
se dit que les chemins les plus inattendus mènent parfois aux vérités les plus profondes. Clara souleva son manteau pour mieux le contempler, émerveillée par l'éclat chaud que prenaient, sous la lumière du feu, les boutons sculptés dans des bois de serre. Il convenait parfaitement à ce vêtement devenu l'expression tangible de sa nouvelle existence, bien plus que les simples boutons de bois qui l'ornaient autrefois. « Serons-nous prêts » demanda-t-elle d'une voix douce, un peu tremblante. La question portait une signification bien plus vaste que le seul état des préparatifs avant l'hiver. Lévi leva les yeux vers elle depuis l'autre côté de la pièce. Son regard, fixe, solide comme le roc des montagnes qui les entouraient, lui donna sa réponse avant même que le mot ne franchisse ses lèvres. Oui. Un seul mot, bref, dépouillé de toute emphase. Pourtant, il contenait la force d'un engagement profond. Ils affronteraient ensemble ce que les mois glaciaux leur réserveraient, unis par cet étrange partenariat né de la contrainte puis façonné patiemment par la confiance et la complicité. Avant de s'endormir, Clara glissa une dernière fois ses doigts sur les boutons gravés. De si petites choses, pourtant chargées de sens. Comme les bois bruts que Lévi avait métamorphosés par son savoir-faire patient, elle aussi avait changé. Non en se diminuant, comme son père l'avait imaginé en l'envoyant ici, mais en devenant plus forte, plus vraie. Elle n'endurait plus simplement sa punition. Elle construisait une vie, bouton après bouton, geste après geste. La première neige, précoce, recouvrit les montagnes d'un voile immaculé. De la fenêtre du chalet, Clara observait ce drame silencieux qui transformait chaque tronc, chaque branche en sculpture cristalline. Ce qui jadis l'intimidait, ce monde sauvage et inconnu, se révélait désormais d'une beauté presque irréelle. Magnifique, soufflait-elle, son haleine dessinant un nuage sur le verre refroidi. Lévi, qui fendait du petit bois, leva brièvement la tête. Dangereux aussi. Cette remarque pragmatique n'ôta rien à son émerveillement. 3 mois dans ces hauteurs lui avaient appris que la splendeur de la nature s'accompagnait toujours d'un péril indissociable. Il s'était préparé sans relâche, séchant la viande, préservant les dernières baies de l'automne, colmatant les parois du chalet avec un mélange de terre et d'aiguilles de pin afin de conserver le moindre souffle de chaleur. Leur cave regorgeait de pommes de terre, de carottes, de navets cultivés dans leur minuscule potager. À l'extérieur, les réserves de bois s'entassaient presque jusqu'aux avant-toits. « Nous serons assez à l'aise », avait affirmé Lévi, en laissant filtrer, presque malgré lui, une nuance de fierté. La neige continua de tomber, lourde, épaisse. Lorsque le jour céda la place aux premières ombres du crépuscule, Clara aida Lévi à rentrer les dernières bûches. L'effort la réchauffait un peu malgré le froid mordant qui lui saisissait le visage. Dernier voyage, décréta Lévi lorsque la nuit les enveloppa entièrement. Le vent se renforçait. Le silence du paysage n'était plus que celui d'une menace prête à se déchaîner. Ce soir-là, blottie contre le foyer, Clara sentit une légère irritation dans sa gorge. Rien d'inquiétant, pensa-t-elle. Au matin, la toux persistait. À midi, son corps était douloureux, sa peau brûlante un instant, glacée l'instant suivant. Elle tenta de rassurer Lévi, inquiet de la voir vaciller, mais le soir venu, elle ne parvenait presque plus à respirer sans grimacer. Sa vision se troubla quand il la guida vers sa paillasse. « Dors » murmura-t-il, tirant toutes les couvertures qu'il possédait sur elle. Toute la nuit, elle flotta entre conscience et délire fiévreux. Elle se voyait enfant, bercée par les doigts doux de sa mère dans une chambre baignée d'une lumière tiède. Puis sa sœur Émilie apparaissait, un livre à la main, lisant pour l'apaiser comme aux jours anciens. Même l'image de son père surgissait dans ses rêves, son visage sévère étonnamment attendri. Par instants, elle sortait de ce brouillard pour apercevoir Lévi, penché sur elle, lui offrant une cuillerée de bouillon ou d'infusion, son front marqué par l'angoisse. Une fois, elle sentit sa main glisser dans la sienne au moment où il s'apprêtait à se lever. « Ne pars pas » murmura-t-elle d'une voix brisée. Il ne répondit que par 2 mots, mais dit avec une certitude tranquille, « Je suis là ». Les jours perdirent toute clarté, confondus en une même lutte contre la fièvre. Son monde se réduisit au souffle douloureux qui heurtait sa poitrine et au contact d'un linge frais posé délicatement sur son front. Elle prit conscience peu à peu de la constance de Lévi, de son dévouement silencieux. Une nuit, lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle le vit endormi, assis contre le mur, le dos courbé, la tête penchée en avant. Sa main tenait encore, d'un geste instinctif, le coin d'un tissu humide. La fatigue avait creusé des sillons sombres sous ses yeux. « Lévi » murmura-t-elle, la voix râpeuse. Il se réveilla instantanément. « De quoi as-tu besoin ? Tu devrais dormir pour de bon. »
Elle fit un faible signe négatif. Je vais bien, ou presque. Il rafraîchit le linge puis le reposa avec une infinie délicatesse. Depuis combien de temps? Sa réponse fut brève. 4 jours. Ta fièvre s'est enfin apaisée. Clara Hara tenta de se redresser et fut saisie par la faiblesse qui la cloua aussitôt au matelas. 4 jours? Tu as veillé sur moi tout ce temps? Lévi haussa les épaules, gêné. Tu aurais fait de même. Ces mots la touchèrent profondément. Quand donc cela avait-il changé? Quand cet homme taciturne et rude était-il devenu quelqu'un dont la présence comptait pour elle au point de lui donner courage? Elle baissa les yeux, soudain fragile. Ma mère est morte de la fièvre? J'avais 12 ans. J'étais terrifié. Je sais, répondit-il calmement. Tu parlais en dormant. Une vague de honte lui monta au visage. Que ai-je dit encore? Lévi détourna le regard, mal à l'aise. Rien d'important. Pourtant, cette esquive éveilla en elle la certitude qu'il gardait pour lui des fragments plus intimes de ses divagations. 2 jours passèrent. Ses forces revenaient lentement. Lévi, discrètement attentif, ajoutait des herbes toniques dans ses bouillons, contrôlait le moindre de ses gestes lorsqu'elle tentait de participer aux tâches quotidiennes. Lorsqu'elle put enfin s'asseoir à table pour un véritable repas, il relâcha, presque imperceptiblement, la tension de ses épaules. Ce soir-là, alors qu'il entretenait le feu, elle se redressa, le visage éclairé par une gratitude timide. Merci. Pour tout. Il hocha la tête sans se retourner. Tu dois encore te reposer demain. Une note d'insistance perça dans sa voix. Elle s'humecta les lèvres. Que ai-je dit, Lévi? Quand j'étais malade. Il hésita longtemps, triturant le tissu qu'il avait toujours dans sa poche. Tu as appelé ta mère, ta sœur. Puis ton père. Son regard croisa brièvement le sien avant de se dérober. Et tu as dit que tu te sentais en sécurité ici, avec moi. Son cœur se mit à battre plus vite. Avait-elle laissé échapper des émotions qu'elle peinait encore à définir? Elle baissa la voix, sincère. C'est vrai. Je me sens en sécurité avec toi. Lévi ne répondit pas, mais quelque chose sembla s'apaiser en lui. Clara Hara le vit alors comme elle ne l'avait jamais vu. Non un geôlier silencieux, ni un guide austère. Plutôt un refuge humain dans l'immensité glacée de la montagne. Les jours suivants, la neige enfla autour du chalet, formant des congères qui atteignaient parfois les fenêtres. Décembre les enveloppait d'un isolement absolu. Pourtant, loin de l'ennui redouté, une tranquillité nouvelle s'était installée. Leur vie suivait un rythme réglé par la lumière du jour et la nécessité, puiser de l'eau, entretenir le feu, vérifier les pièges à courte distance, puis se consacrer aux ouvrages intérieurs. Le soir venu, ils partageaient leurs pensées ou un silence confortable auprès de la cheminée. Au fil de ces soirées calmes, Clara Hara découvrit en Lévi une facette inattendue. Un soir, en réorganisant une étagère, elle trouva un livre écorné, dissimulé derrière un pot de sel. Robinson Crusoe, lut elle avec surprise. Le volume avait beaucoup souffert, couverture fripée, pages jaunies, coins brisés par le temps. Je ne savais pas que tu avais des livres. Lévi leva la tête de son ouvrage, un piège en réparation. Il appartenait à mon père. Dit-il simplement. Elle ouvrit délicatement l'ouvrage, découvrant une dédicace ancienne, à Jonathan Haye. Puisses-tu trouver ici un peu de sagesse. Noël 1845. Ton père s'appelait Jonathan. Lévi acquiesça. L'as-tu lu, demanda-t-elle. Il secoua la tête. Je ne sais pas lire. Mon père avait commencé à m'apprendre. Après sa mort? Son geste termina la phrase à sa place. Clara Hara demeura un moment silencieuse, touchée. Dans son monde, lire était presque une évidence. Souhaiterais-tu que je te le lise, proposa-t-elle spontanément. Lévi cessa tout mouvement, surpris. Pourquoi? Parce que les soirées sont longues. Et que c'est une histoire magnifique, pleine d'aventures. Un homme seul sur une île, un peu comme toi ici, sur ta montagne. Elle cria dans son regard une lueur d'intérêt, fragile mais bien réelle. Elle commença. La vie et les aventures de Robinson Crusoe, écrite par lui-même. Sa voix emplit la petite pièce de chaleur et de rythme. Lévi écoutait attentivement, continuant à travailler tout en adressant parfois une question sur un mot ou une idée. Les jours avançant, il se rapprocha du foyer pour mieux entendre,
lorsque la neige tapissait encore plus profondément leur refuge. Ces questions se firent plus fréquentes, plus vives, notamment lorsque le personnage de Vendredi fit son apparition. « Pourquoi prendre un homme pour esclave » demanda Lévi, fronçant les sourcils. « Chaque homme doit être libre. » Clara Hara ferma le livre sur son doigt pour réfléchir. Beaucoup croyaient avoir ce droit à l'époque. Certains y croient encore. Lévi secoua lentement la tête. « C'est mal. » Ce mot retentit dans le silence comme un coup de marteau, simple, absolu, sans nuance ni hésitation. Clara Hara ressentit un profond respect pour sa rectitude instinctive. Elle reprit sa lecture, le cœur un peu serré. À mesure qu'elle lisait, elle mesurait à quel point elle aussi avait changé. L'hiver, la solitude, la maladie, les efforts partagés et ces mots échangés au coin du feu avaient tissé entre eux un lien ferme et discret, mais impossible à nier. Elle n'était plus l'héritière frivole envoyée ici pour être humiliée. Elle était une femme en devenir, façonnée par les épreuves et par la présence solide de Lévi. Chaque soir, en fermant le livre, elle levait les yeux vers lui et croyait discerner, sous son masque de réserve, quelque chose de fragile et précieux. Une confiance nouvelle, peut-être même une affection naissante. Dehors, la neige ensevelissait le monde, mais au-dedans, un feu prenait, timide, patient, chaleureux. Un feu qui ne parlait pas seulement de survie, mais d'avenir. Clara Hara sourit à la franchise de son jugement. Malgré sa vie retirée du monde, Lévi possédait un sens inné de la justice que bien des hommes se prétendant civilisés n'avaient jamais su cultiver. Les soirées d'hiver passaient ainsi, rythmées par la lueur du feu et le son de sa voix lisant les aventures de Robinson Crusoe. Un soir, alors qu'ils étaient à mi-parcours du livre, la voix de Clara Hara se fit plus rauque à force de lecture. Lévi, sans un mot, prépara une tasse de tisane de pain légèrement sucrée avec leur précieux miel, qu'il rationnait avec soin. Il la posa près d'elle avec une attention silencieuse. Clara Hara leva les yeux, touchée par cette délicatesse inattendue, et murmura un « merci ». Lévi répondit en désignant le livre, signifiant que c'était lui qui lui devait de la gratitude pour ces instants partagés. Au fil des soirées, un nouveau jeu s'installa. Clara Hara observait autant les pages que les réactions de Lévi. Son visage habituellement impassible se révélait alors, presque malgré lui. De fugaces émotions s'y dessinaient, une inquiétude contenue lorsque Crusoe affrontait des périls, une satisfaction discrète lorsqu'il triomphait d'un obstacle ou apprenait une compétence nouvelle. Ces pépites d'humanité cachées la fascinaient. Un soir, lorsqu'ils s'arrêtèrent à leur point habituel de lecture, elle ferma doucement le livre et déclara « Tu lui ressembles, tu sais. » Inventif, autonome. Lévi sembla peser ses mots. La différence, c'est qu'il voulait être sauvé. Retourner chez les siens. Clara Hara sentit le souffle de la question avant qu'il ne la formule. « Et toi » demanda-t-elle doucement. Son regard rencontra celui de Lévi à travers l'espace intime qui les séparait. Plus maintenant. La simplicité de cette réponse vibra entre eux, chargée de sens et d'aveux qu'aucun des deux ne parvenait encore à prononcer. « Et toi ? Souhaites-tu être sauvé ?» Elle pensa à la grande maison de son père, aux soirées mondaines pleines de convenances, au carcan social qui la définissait jadis. Puis elle observa la petite cabane, la table qu'ils avaient réparée ensemble, les herbes séchant près des poutres, les rideaux cousus par ses mains pour préserver leur intimité. Elle sourit, non. Ce n'est plus un exil. Lévi hocha la tête, comprenant parfaitement ce que ces mots taisaient encore. Ce qui avait commencé comme une nécessité se transformait lentement en un choix partagé. Cette nuit-là, chacun se retira de son côté, mais l'esprit de Clara Hara restait éveillé. La voix de Lévi brisa l'obscurité. Clara Hara. Oui. Un silence, lourd d'hésitation. Que devient Robinson, à la fin? Reste-t-il ou repart-il? Clara Hara sourit dans l'ombre, émue par son attachement au récit. Il retourne à la civilisation, mais il est à jamais changé par cette solitude. Il ne sera plus jamais celui qu'il était. Elle crut un instant qu'il s'était endormi. Puis Lévi murmura, presque inaudible, « Certaines transformations sont irréversibles. » Ces paroles résonnèrent longuement dans le cœur de la jeune femme. La Clara Hara arrivée ici, vêtue de soie et d'indignation, n'existait plus. Comme Crusoe, elle avait découvert en elle une force dont elle n'avait jamais soupçonné la présence, et un retour en arrière lui semblait désormais inconcevable. Le lendemain, alors qu'une tempête de janvier faisait hurler le vent autour de la cabane, un coup frappé à la porte les fit sursauter. Qui pouvait défier pareil déchaînement du ciel? Lévi attrapa son fusil,
plaça instinctivement Clara Hara derrière lui et s'approcha prudemment. « Qui est là » lança-t-il. Une voix étouffée par les bourrasques répondit, « Emily Weston ». Le cœur de Clara Hara bondit. Elle dépassa Lévi précipitamment et ouvrit la porte. Un petit corps emmitouflé dans des couches de laine se découpa dans un nuage de neige. Les joues écarlates, le regard déterminé, Emily, sa sœur cadette, apparut. Clara Hara l'attira immédiatement à l'intérieur, secouant la neige de ses vêtements. « Emily, comment as-tu réussi à venir jusqu'ici » Lévi veillait toujours, fusil à peine abaissé. Emily expliqua qu'elle avait engagé M. Peterson, le commerçant de la ville, qui attendait plus bas avec son traîneau, refusant d'avancer davantage. L'introduction fut rapide, mais empreinte de politesse. Emily tendit la main à Lévi, qu'il serra avec une retenue respectueuse. Clara Hara la conduisit vers le feu. « Père est en voyage à Denver, il ne rentrera pas avant une semaine », annonça Emily avec un éclat malicieux dans les yeux. « C'était ma seule chance de te voir. » Elle sortit de sa poche un petit paquet enveloppé de papier brun. « Joyeux Noël », avec un léger retard. Clara Hara dénoua lentement la ficelle, découvrant une écharpe tricotée avec soin dans de délicates nuances de bleu et de gris. « Tu l'as faite » Emily hocha la tête. « J'ai commencé le lendemain de ton départ. Je ne savais pas quand je pourrais te revoir. » Comprenant que les deux sœurs avaient besoin de se parler seules, Lévi annonça qu'il irait vérifier les chevaux et leur laissa l'intimité de retrouvailles tant attendues. Une fois la porte refermée, Emily plongea son regard dans celui de sa sœur. « Est-ce vrai ? Tu veux réellement rester ici ? Père dit que tu fais une énorme bêtise, que tu reviendras en rampant lorsque l'hiver aura eu raison de tes illusions. » Clara Hara noua l'écharpe autour de son cou, savourant sa chaleur et les souvenirs qu'elle symbolisait. « Je suis enfin honnête avec moi-même. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est une vérité que j'ai mise longtemps à admettre. » Emily la dévisagea un instant avant de chuchoter, « Est-ce à cause de Monsieur Hay ? Est-ce que tu t'attaches à lui ?» Les joues de Clara Hara rosirent malgré le froid. « C'est complexe. » Ce qui suffisait comme aveu. Emily, sans jugement, ajouta, « Il n'a rien du sauvage brutal que Père décrivait. Il me semble même très honorable. » Clara Hara baissa les yeux. « Il est l'homme le plus digne que j'ai jamais rencontré. » Sa sœur sourit doucement. « Tu as changé, Clara Hara. Tu rayonnes autrement. » Elles parlèrent longtemps, échangeant anecdotes et nouvelles de la ville. Emily rapporta que la haute société murmurait toujours au sujet de l'exil de Clara Hara, que leur père refusait encore de prononcer son nom, bien qu'elle l'ait surpris plusieurs fois lisant en secret ses anciens recueils de poésie. Une douleur tendre se serra dans la poitrine de Clara Hara. Elle ne regrettait pas d'être partie, mais certaines absences la poignardaient encore. La tempête redoubla. Emily se leva, inquiète, parlant de repartir, mais Clara Hara insista, impossible de la laisser affronter cette furie. Lévi revint et proposa sans hésiter de dormir dehors sous l'abri à bois pour que les sœurs puissent partager la cabane. La générosité de ce geste bouleversa Emily, qui n'en dit rien, mais dont le regard devint plus éloquent qu'un discours. Ce soir-là, les deux jeunes femmes se blottirent sur la paillasse, comme autrefois. « Il t'aime » lâcha soudain Emily dans l'obscurité. Clara Hara feignit l'incompréhension, mais son silence parlait pour elle. « Je le vois dans sa façon de te regarder, dans chaque attention qu'il te porte sans même réfléchir. Et je crois que toi aussi, tu l'aimes. » Clara Hara fixa les braises mourantes. Quel avenir pour eux? Leur père ne l'accepterait jamais. Emily répondit d'une voix douce et sûre, « Depuis quand la Clara Hara Weston que je connais laisse-t-elle quelqu'un décider pour son cœur ?» Elle sourit. « Celle que j'ai sous les yeux ne ressemble plus à la jeune fille de la ville. Elle est devenue plus forte, plus vraie. » Au petit matin, le ciel s'était dégagé. Lévi prépara du café fumant tandis qu'Emily se rhabillait pour reprendre la route. L'heure des adieux arriva trop vite. Les deux sœurs s'étreignirent longtemps. « Ne te fais pas prendre, s'il te plaît. »« Je saurai gérer père », répondit Emily avec une audace nouvelle qui fit briller les yeux de Clara Hara. « Écris-moi. »« Promis. »« Toujours. » Ensemble, Clara Hara et Lévi observèrent le traîneau s'éloigner jusqu'à disparaître dans les arbres enneigés. « Elle a ton courage, » dit Lévi. Clara Hara porta la main à son écharpe. « Plus que je ne le pensais. » Février déchaîna alors son plus terrible blizzard. Durant 3 jours, la neige tomba si drue qu'elle assombrissait les fenêtres.
Le vent hurlait comme une bête acharnée à briser la cabane, s'infiltrant dans la moindre faille malgré leurs préparatifs minutieux. Le pire depuis des années, commenta Lévi en nourrissant le feu qui luttait pour répandre sa chaleur. Clara Hara se recroquevilla près de l'âtre, emmitouflée dans l'écharpe qu'Émilie avait tricotée, symbole de chaleur affective dans l'hostilité glacée du monde extérieur. Depuis la visite de sa sœur, une pensée revenait sans cesse la troubler, et Émilie avait vu juste. Entre elle et Lévi, la tendresse avait pris racine, silencieuse mais vivante, prête à éclore au premier jour plus clément. Chaque regard échangé, chaque geste quotidien semblait chargé d'un poids nouveau, comme une promesse non formulée. Une violente bourrasque secoua soudain le toit. « Tiendra-t-il » demanda-t-elle, la peur affleurant dans sa voix. Lévi hocha la tête sans certitude. La toiture est solide. Ce qui m'inquiète, c'est la cheminée. Si la neige l'obstrue, la fumée ne pourra plus s'échapper. Clara Hara se redressa, luttant contre le froid et l'angoisse. Elle savait que cette cabane, fragile forteresse contre les éléments, représentait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Leur survie, oui. Leur avenir, peut-être. Tandis que Lévi vérifiait encore une fois le tirage du feu, elle sentit distinctement que les transformations dont il parlait autrefois n'étaient plus seulement celles d'un roman ou d'un naufragé imaginaire. C'était leur propre histoire qui se réécrivait, sous la neige, le vent, et la lumière tremblante du foyer. Dans la petite cabane battue par la tempête, la cheminée, une construction rudimentaire de pierre que Lévi avait montée des années plus tôt, commençait à fléchir sous la violence du vent et du poids de la neige. Les pierres semblaient se déplacer, menaçant l'équilibre précaire de l'ensemble. Plus inquiétant encore, la fumée ne montait plus correctement. Elle s'engouffrait dans la pièce, piquant les yeux, irritant la gorge, envahissant les murs de son voile sombre. « Si elle s'écroule, nous perdons le feu », déclara Lévi d'une voix grave. Une phrase brève, mais lourde de conséquences. Car sans feu, au cœur d'un tel blizzard, la survie devenait incertaine. Clara comprit immédiatement, sans qu'il soit besoin d'en dire davantage. Après une rapide inspection dans la tempête hurlante, il revint, le givre accroché à sa barbe, ses vêtements trempés de neige, et dans son regard une décision ferme, sans appel. Nous devons renforcer le foyer. Le consolider de l'intérieur, maintenant. Clara le fixa, incrédule. Pendant la tempête ? Nous n'avons pas le choix. Il dégagea déjà la peau de bête étendue au sol, révélant la terre battue autour du foyer. Le feu ne tirait plus. La cheminée bougeait. Il fallait agir sans tarder. Ils se mirent à l'ouvrage avec une détermination silencieuse et résolue. Lévi maintint le feu existant au minimum, juste assez pour conserver un peu de chaleur, tandis qu'il rapportait des pierres qu'il avait collectées des mois plus tôt pour d'autres projets. Clara, quant à elle, mélangeait de la glaise conservée dans un baril pour les réparations, avec de la paille et un peu de cendre afin de former un mortier solide. Leurs doigts, engourdis par le froid mordant, perdaient en habileté. Chaque pierre devait être posée avec minutie, chaque joint comblé avec un soin extrême. Ils travaillaient si proches l'un de l'autre que leurs épaules se frôlaient. Clara, positionnant une pierre récalcitrante, demanda doucement, comme cela. La main calleuse de Lévi couvrit la sienne un instant pour ajuster l'angle. Plus bas, à gauche. Ce bref contact fit naître en elle une chaleur qui n'avait rien à voir avec la flamme mourante. La nuit tomba, lourde et impénétrable. Ils durent allumer une lanterne pour poursuivre la réparation. La température dans la cabane chutait dangereusement, et les dents de Clara claquaient malgré ses efforts pour se concentrer sur la tâche. Lévi l'encouragea d'un murmure, « Nous y sommes presque ». Enfin, ils disposèrent les dernières pierres, créant une nouvelle bordure intérieure pour soutenir la structure. Lévi ranima ensuite le feu, et pendant quelques secondes terribles, la fumée se déversa encore dans la pièce, épaisse, suffocante. Puis, dans un lent et libérateur changement de flux, elle se mit à remonter correctement, aspirée vers le haut de la cheminée. « Cela fonctionne », souffla Clara, débordée de soulagement en voyant les flammes reprendre vigueur. Lévi hocha la tête, la fatigue alourdissant ses paupières. Cela devrait tenir. Ils s'assirent devant leur œuvre, le dos contre la pierre qu'ils venaient de poser, leurs épaules se touchant sans y penser. La chaleur revint progressivement, mais Clara grelottait encore, transie jusqu'aux os. Sans un mot, Lévi se leva et apporta toutes les couvertures qu'il possédait, qu'il arrangea en un nid improvisé près du feu. Il l'invita d'un simple geste à s'y installer. Autrefois, elle aurait hésité face à une telle proximité. Désormais, elle se contenta de se glisser contre lui,
acceptant l'épaisse couverture qu'il ajusta autour d'eux deux. Merci, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Merci de savoir quoi faire. Merci de nous garder en vie. Lévi resserra son bras autour de ses épaules, presque imperceptiblement. Nous l'avons fait ensemble. Cette reconnaissance de leur partenariat réchauffa le cœur de Clara plus encore que le foyer restauré. Ils avaient affronté un danger et l'avaient surmonté, non en tant que protecteur et protégé, mais en tant qu'alliés, égaux, complémentaires. Le feu dansait désormais sur les pierres qu'ils avaient posées ensemble, témoignant silencieusement de leur force commune. Au dehors, la tempête poursuivait sa fureur, mais dans la cabane renforcée, Clara se sentit étonnamment en sécurité. Après un silence de plusieurs minutes, elle inspira profondément. Je réfléchis à ce qu'Émilie a dit, avoua-t-elle, étonnée de sa propre audace. Au sujet de mon choix de rester ici. Lévi tourna légèrement la tête vers elle, ses yeux questionnants. Elle croit que c'est à cause de toi. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Et elle a en partie raison. L'éclat du feu sculptait des ombres sur le visage de Lévi, qui la regardait sans détour. En partie seulement, reprit-elle, cherchant ses mots avec soin. Au début, je suis resté parce que j'ai trouvé ici quelque chose que je ne connaissais pas, l'indépendance, la possibilité de devenir quelqu'un par mes propres forces. Une raison d'agir. Une existence qui m'appartient. Sa voix devint plus douce. Mais maintenant, oui. C'est aussi à cause de toi. La confession glissa entre eux, transformant l'air, bouleversant l'équilibre fragile de leur relation. Lévi chercha sa main sous les couvertures, ses doigts rugueux se mêlant aux siens avec une délicatesse inattendue. Pas de grands discours. Pas de promesses théâtrales. Seulement ce lien discret mais puissant. Bien, répondit-il, un seul mot, mais chargé d'une profondeur immense. Ils restèrent ainsi, le monde extérieur rugissant autour de leur sanctuaire, deux êtres qui avaient commencé comme des étrangers forcés à la cohabitation, désormais unis par un choix partagé. Le foyer qu'ils venaient de rebâtir rayonnait d'une chaleur stable, solide, comme la nouvelle nature de leur lien. Clara posa sa tête contre l'épaule de Lévi, accueillant la certitude tranquille qu'il représentait. Demain exigerait d'eux un nouveau courage, de nouvelles épreuves, mais ce soir-là, cela suffisait. Mars s'installa à pas feutrés dans les montagnes. Les stalactites de glace dégoulinaient des avant-toits de la cabane, et la neige se retirait par endroits, révélant une terre sombre, prête à renaître. Depuis le terrible blizzard de février, quelque chose avait changé entre eux. Ils n'en avaient pas reparlé, mais chaque geste, chaque échange portait la trace de cette nuit près du foyer. Leurs mains se frôlaient plus souvent lors du travail. Quand l'un passait un outil à l'autre, leurs doigts s'attardaient une fraction de seconde de trop. Les regards s'accrochaient avant de se détourner, troublés par une intimité nouvelle. Un après-midi où Lévi était parti vérifier ses pièges, Clara profita de cette solitude rare pour astiquer la cabane du sol au plafond. Des mois d'hiver avaient laissé une poussière grise dans chaque recoin. Elle déplaça la paillasse de Lévi pour balayer dessous. Sa brosse heurta alors un petit coffret en bois poli, qu'elle n'avait jamais remarqué. Sobre, mais assemblé avec soin, sans doute précieux pour lui. Elle resta un moment immobile, tiraillée entre respect et curiosité. Finalement, doucement, elle souleva le couvercle. À l'intérieur, elle découvrit quelques objets soigneusement gardés, un galet d'eau ramassé dans une rivière, un petit ours sculpté, un bouton d'argent terni, une lettre pliée, et un magnifique gousset en or. L'objet étincela dans sa paume. Il semblait tout droit venu d'un autre monde que celui de la cabane, gravure délicate en arabesque, initiales fines ciselées dans le métal, J.H. Jonathan Hay. Le père de Lévi. Elle ouvrit la montre avec précaution. À l'intérieur, sur la face, des chiffres romains. Et sur le couvercle intérieur, une inscription soignée, le temps passe. L'amour demeure. Les mots de ma mère. Clara sursauta. Lévi se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieux comme l'une de ces ombres de forêt qu'il connaissait si bien. Je suis désolé. Je ne voulais pas fouiller, balbutia-t-elle, remettant la montre dans la boîte. Lévi s'approcha et s'assit près d'elle, calmement. Ce n'est rien. J'avais l'intention de te la montrer. Il récupéra le gousset, le tenant avec une extrême précaution. C'était à mon père. Et avant lui à son père. La seule chose de valeur que ma famille ait jamais possédée. Clara admira la finesse du travail. Elle est splendide. Mon père la portait chaque jour, expliqua Lévi.
Il disait que cela lui rappelait que chaque instant compte. Il l'a offerte à ma mère pour leur mariage. Elle y a fait graver ces mots. Clara ressentit une émotion profonde face à cette fenêtre ouverte sur la vie passée de Lévi. Jusqu'ici, il n'avait partagé que quelques faits tragiques, jamais les couleurs de ses souvenirs. Comment était-il, demanda-t-elle doucement. Lévi resta silencieux longtemps, le regard perdu dans la flamme du souvenir, puis se lança, avec hésitation puis une fluidité croissante, comme si la glace se fissurait autour de son cœur. Mon père était un rêveur. Il est venu dans l'Ouest pour chercher de l'or. Il n'en a trouvé qu'assez pour acheter cet endroit. Ma mère, elle était la raison. Elle enseignait avant leur mariage. Un léger sourire releva le coin de ses lèvres. Ils se disputaient parfois. Mais jamais après le coucher du soleil. C'était la règle de mon père, ne jamais laisser une journée se terminer sur la colère. Les mots peignaient une vie simple mais riche d'amour. Clara écouta en silence, captivée. Lévi évoqua le potager de sa mère, les histoires que son père inventait au coin du feu, la musique d'un violon fabriqué à la main qui adoucissait les nuits d'hiver. Ils m'ont tout appris, conclut-il d'une voix rauque. Sauf comment vivre sans eux. La sincérité douloureuse de cette phrase serra le cœur de Clara. Elle prit sa main instinctivement. Tu as appris quand même. Tu as survécu. Et bien plus que cela. Il secoua légèrement la tête. Survivre ne suffit pas. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Le gousset brillait entre eux comme un lien précieux. Son tic-tac discret rappelait la fuite des secondes et la valeur de ce qui demeure. C'est pour cela que tu l'as gardée en sûreté sans jamais la porter, demanda Clara lentement. Parce qu'elle représente plus que ta survie? Lévi releva les yeux vers elle. Une lueur d'étonnement, teintée d'admiration, traversa son regard sombre. Je ne me sentais pas digne de la porter. Pas encore. Mon père disait qu'un homme doit avoir un but au-delà du simple fait de vivre, un repère pour mesurer ses journées. Clara sentit son souffle se suspendre un instant. Et maintenant, demanda-t-elle à voix basse. Son regard accrocha le sien, sûr, ancré. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. L'implication était claire. La voix de Clara vibra d'émotion. Puis-je? Elle tendit la main. Lévi plaça la montre dans sa paume. Elle en sentit le poids, la valeur sentimentale, la mémoire d'une lignée. Tes parents seraient fiers de l'homme que tu es devenu, déclara-t-elle avec une certitude douce mais absolue. Une vulnérabilité rare s'esquissa sur les traits de Lévi. Dans le silence qui suivit, leurs doigts se rejoignirent à nouveau, et la montre, témoin précieux, continua son tic-tac régulier, comme pour bénir l'instant fragile mais lumineux qu'ils partageaient. Lévi reprit la montre avec un soin presque cérémoniel. Pourtant, au lieu de la ranger dans sa boîte comme il l'avait toujours fait, il glissa l'objet dans la poche de sa veste, contre son cœur. Il est temps que je la porte de nouveau, déclara-t-il simplement, comme si ce geste discret marquait un tournant silencieux dans sa vie. La montre reprenait son rôle légitime, celui de mesurer des instants qui comptaient enfin. Ce soir-là, ils allèrent et vinrent dans la cabine en suivant les gestes familiers de leur quotidien, mais chacun sentait que quelque chose avait changé. Le simple partage de cet héritage avait ouvert une porte, révélant à Clara une profondeur intime que Lévi avait toujours soigneusement préservée derrière son calme austère. Assis tous deux devant le feu, leurs silhouettes baignées par les lueurs orangées des flammes, ils se tenaient si proches que les mots devenaient superflus. Clara s'autorisa à s'appuyer contre son épaule. Son bras vint naturellement l'envelopper, sans hésitation ni gêne. Le tic-tac discret de la montre, lové dans sa poche, battait au rythme d'une promesse nouvelle. Le temps, autrefois fardeau pesant, semblait désormais avancer pour eux. Avril arriva avec son cortège de merveilles. Les montagnes, longtemps figées sous la neige, retrouvaient leur souffle. Des ruisseaux gonflés par la fonte couraient gaiement à travers les vallons. De jeunes pousses d'un vert tendre perçaient la terre humide encore parfumée des neiges fondues. Après les mois de retraite hivernale, Lévi et Clara renouèrent avec le plein air et s'aventurèrent chaque jour un peu plus loin du refuge, examinant les dégâts causés par le temps, envisageant les réparations nécessaires, et dessinant les contours des travaux à venir. Leur lien s'était épanoui à mesure que la nature renaissait autour d'eux. Ce qui autrefois n'était qu'une cohabitation forcée dédiée à la survie s'était mué en une alliance du cœur et de l'esprit. Les épreuves et les silences partagés avaient fait germer quelque chose de rare, d'inattendu, de précieux. Un après-midi doux, ils travaillèrent ensemble à planter un potager plus vaste que les années précédentes. Les mains de Clara, autrefois délicates et habituées au luxe,
manipulait désormais la terre avec aisance, dessinait des lignes droites, déposait les jeunes plans avec l'assurance d'une femme qui avait appris, qui avait choisi de s'enraciner. Nous aurons besoin de plus de haricots, murmura-t-elle en calculant déjà les réserves nécessaires pour affronter l'hiver suivant. La perspective d'une année entière ici ne lui paraissait plus insolente, ni folle, mais naturelle. Lévi hocha la tête et traça des sillons à l'aide d'un bâton affûté. On pourrait étendre vers le sud. Il y a du bon soleil à cet endroit. Ces mots résonnaient comme un projet d'avenir, un horizon partagé. Soudain, un bruit inattendu vint briser la quiétude, le martèlement de sabots approchant à vive allure. Tous deux se relevèrent d'un même élan, aux aguets. Les visiteurs étaient rares dans ces hauteurs, et jamais sans prévenir. 3 cavaliers débouchèrent du tournant. Clara reconnut aussitôt les hommes, des employés de son père. En tête, Jenkins, le contremaître, l'air sombre, le regard dur. Lévi se plaça légèrement devant Clara, en protecteur instinctif. Elle posa une main ferme sur son bras, l'invitant à se détendre, puis fit un pas vers les arrivants. « Monsieur Jenkins », salua-t-elle avec une politesse contrôlée. « Je ne vous attendais pas. » Le contremaître descendit de cheval, ôta son chapeau avec une déférence qui sonnait faux. « Mademoiselle Weston, votre père m'envoie. »« Est-il malade ?» demanda Clara, une inquiétude réelle affleurant malgré tout ce qui les séparait. « Non, madame. Il est en pleine santé, et de très forte humeur. » Jenkins sortit de sa veste une enveloppe scellée au sceau de cire de Samuel Weston. « J'ai ordre de vous remettre ceci en main propre, et de vous ramener avec nous. » Clara brisa le sceau sans trembler. La lettre était brève mais implacable, écrite dans cette écriture large qui avait autrefois dicté tout son avenir. Il exigeait son retour immédiat, estimant que sa jeune rébellion avait traîné bien trop longtemps. 6 mois d'isolement forcé lui semblaient, disait-il, largement suffisants pour rétablir le bon sens de sa fille. Il évoquait des rumeurs scandaleuses, un mariage manqué, une occasion de se rattraper avec un autre homme déjà intéressé. Puis il passait aux menaces. Si Clara s'obstinait, il engagerait des poursuites contre Lévi, qu'il présentait comme un vulgaire montagnard n'ayant aucune chance face aux ressources juridiques d'un homme de sa puissance. Ceci n'est pas une demande, concluait-il. Samuel Weston. Clara relut la missive une seconde fois. Elle aurait pu en rire si les conséquences n'étaient pas si graves. Ce ton autoritaire, cette certitude que le monde devait se plier à ses désirs, tout cela paraissait désormais appartenir à un univers lointain, un royaume où elle n'avait plus de place. Alors, lança Jenkins avec impatience. Les hommes à cheval avaient la main dangereusement proche de leurs armes. Clara plia soigneusement la lettre et répondit d'un calme souverain, « Remerciez mon père pour sa sollicitude, mais je ne rentrerai pas avec vous. » Le visage de Jenkins se durcit. « Votre père a été clair. Nous ne revenons pas sans vous. »« Alors vous le décevrez, » rétorqua-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je reste ici. Par choix. » Le regard du contremaître glissa vers Lévi, toujours silencieux, mais prêt à défendre jusqu'au dernier souffle. « Aïe, sois raisonnable. Tu sais très bien qui est Samuel Weston et ce qu'il est capable de faire. Il fera tomber la loi sur toi. Il n'existe aucune loi qui m'empêche d'accueillir une femme dans ma maison si elle le souhaite, répondit Lévi posément. Une femme vivant avec un homme loin du regard de la société. Les juges ne verront pas la chose sous cet angle, ricana Jenkins. Clara se rapprocha de Lévi, leurs épaules se frôlant en un aveu muet. Dites à mon père que je suis en sécurité et heureuse. Je suis reconnaissante de son inquiétude, mais ma décision est irrévocable. Il n'acceptera jamais cela, avertit Jenkins avec une sincère inquiétude. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Je connais sa volonté mieux que quiconque, coupa Clara, la voix chargée de longues années d'affrontement. C'est de famille, apparemment. Jenkins remit son chapeau, résigné. Ce n'est pas terminé. Il reviendra. Probablement avec le shérif. C'est son choix. Elle resta là, digne, solidement campée dans la vie qu'elle avait voulu. Les hommes s'éloignèrent, jetant de fréquents regards en arrière, mécontents de leur échec. Clara les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent au détour du chemin. Sa main tremblait encore quand elle tendit la lettre à Lévi. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle. « Mais ceci n'est pas une menace lancée à la légère. Mon père ne bluffe jamais. » Lévi parcourut la lettre, et son regard devint ombrageux. « Que veux-tu faire »
Cette question, simple et essentielle, trancha net avec l'autoritarisme de son père. Il lui offrait le choix. Son choix. Tout doute s'évapora. Je veux rester, affirma-t-elle. C'est ici ma maison. Avec toi. Les mots s'échappèrent dans un souffle, mais Lévi les reçut avec le sérieux d'un vœu. Alors nous affronterons ce qui vient. Ensemble. Ils retournèrent au jardin, mais la paix du début de journée s'était envolée. Les gestes de Clara devinrent mécaniques. Son esprit tournoyait, hanté par les menaces de son père. Son influence pouvait faire beaucoup de mal. Il pouvait accuser Lévi de l'avoir tenue prisonnière, fabriquer des preuves, manipuler le système judiciaire contre eux. Il essaiera de faire croire que tu m'as enlevé, souffla-t-elle en arrosant les dernières pousses. Que tu m'obliges à rester contre mon gré. Je le sais, admit Lévi. Nous devons nous préparer. Consulter un avocat, peut-être, suggéra-t-elle. Anticiper ses démarches. Ce soir-là, elle observa longuement tout ce qu'ils avaient bâti, le foyer consolidé pierre après pierre, la table que Lévi avait façonnée pour eux, le jardin qui promettait nourriture et avenir. Pour la première fois, elle en prit pleinement conscience, ce lieu était devenu sacré à ses yeux. Et elle serait prête à se battre pour le conserver. La lettre, posée bien en évidence sur la table, rappelait que leur refuge n'était plus imperméable au monde. Les défis qui se profilaient étaient peut-être les plus redoutables qu'ils aient eu à affronter. Nous irons en ville demain, déclara Lévi. Nous demanderons conseil. Clara acquiesça avec gratitude. Ce ne serait plus la lutte d'une femme isolée. Ils étaient deux. Le lendemain, ils se rendirent chez le seul avocat des environs. Monsieur Fulton, un homme maigre à lunettes, examina leur situation avec un réalisme décourageant. Samuel Weston possède un pouvoir considérable, expliqua-t-il en manipulant ses dossiers avec nervosité. S'il affirme que sa fille est retenue contre son gré, ou qu'elle n'est pas en état de prendre des décisions sensées, le tribunal pourrait l'écouter, même sans preuves solides. C'est insensé, protesta Clara. Je suis majeure et parfaitement lucide. L'avocat lui adressa un regard compatissant. Malheureusement, les tribunaux de frontière accordent aux pères une autorité étendue sur leurs filles non mariées, surtout pour des questions d'honorabilité et de résidence. Clara serra les poings. Il doit exister une solution. Fulton hésita, puis répondit avec prudence, il existe une option qui mettrait votre statut hors de portée de l'autorité de votre père. Laquelle, demanda Lévi. Le mariage. Une femme mariée dépend légalement de son époux, non de son père. Le mot se suspendit dans l'air, lourd d'ambiguïté et d'émotions retenues. Clara sentit ses joues s'échauffer. Lévi resta immobile, le regard fixé ailleurs. Cette possibilité changeait tout. Elle bouleversait l'équilibre fragile de ceux qui naissaient entre eux. Nous réfléchirons à toutes les options, conclut Clara pour mettre fin à l'entretien. Ils sortirent, muets, tous deux troublés. L'idée que leur union devienne un rempart juridique plutôt qu'un engagement du cœur pesait sur leurs pensées. Un orage s'amoncelait sur les montagnes, funeste présage. Ils regagnèrent la cabine sous la pluie naissante. La soirée se déroula dans un silence lourd. Clara brodait, distraitement, sans même voir l'aiguille danser entre ses doigts. En face, Lévi sculptait un morceau de bois, concentré pour ne pas laisser transparaître ses pensées. Les mots de l'avocat résonnaient dans l'esprit de Clara. Elle craignait plus que tout d'être un fardeau, d'imposer une union motivée uniquement par la peur de son père. Elle posa brusquement son ouvrage et prit une inspiration. « Je ne veux pas te piéger, dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Pas dans un mariage, pas comme cela. » Le couteau de Lévi s'immobilisa. Il releva lentement les yeux vers elle, une intensité indéchiffrable dans son regard sombre. Le moment qu'ils vivaient annonçait la suite de leur destin. Entre eux se jouait un choix essentiel, subir la volonté d'un homme puissant, ou tracer leur propre avenir selon leur vérité, leurs sentiments, et la force silencieuse de leur amour naissant. Clara sentit son cœur se contracter. « Est-ce vraiment ce que tu crois ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle évoqua vaguement l'argument proposé par M. Fulton comme une stratégie juridique, mais ses pensées s'entrechoquaient. Ce n'était pas cela. Cela ne devait pas l'être. Les mots refusaient de s'assembler. En face d'elle, Lévi reprit calmement son couteau et son morceau de bois, poursuivant ses gestes précis, presque méditatifs. Le mariage n'a jamais fait partie de mes perspectives, confia-t-il enfin d'une voix basse. Une phrase simple, presque anodine, qui fit pourtant vaciller Clara.
Elle crut comprendre. Elle crut devoir renoncer. Je comprends, murmura-t-elle, déjà prête à se retirer dans le silence qui l'avait longtemps protégée. Non. Tu ne comprends pas. Il releva la tête. Son regard accrocha le sien avec une intensité qui la cloua sur place. Lévi posa son couteau, puis se leva. Il traversa la pièce à grands pas lents, tel un homme portant un poids invisible. Il s'arrêta devant le foyer, observa les flammes danser contre la pierre. Après la mort de mes parents, tout ce que je ressentais s'est figé. Je ne pensais plus au futur. Je survivais. Rien de plus. Sa main se serra autour du gousset maintenant glissé dans sa poche. Je n'imaginais pas fonder une famille. Ni partager ma vie avec qui que ce soit. Clara le regarda, le visage éclairé par la lumière dorée du feu. Cette silhouette robuste, ses traits burinés par les vents de la montagne, avait été pour elle l'ombre et le refuge. Un homme façonné par l'adversité. Puis tu es arrivé, poursuivit-il. Sa voix s'était adoucie. Furieuse, déterminée et magnifique. Ce seul mot, magnifique, prononcé par lui, résonna dans l'air comme une vérité qu'elle n'avait jamais osé s'accorder. Tu as tout bouleversé. Pas seulement le calme de ce lieu. Moi. Clara se leva. Ses pas la portèrent naturellement vers lui, guidés par la sincérité brute de ses paroles. Lévi. Je ne veux pas t'épouser à cause de mon père ou parce qu'un avocat l'a suggéré. Elle s'arrêta tout près. Si nous nous marions, cela doit être parce que nous nous choisissons. L'un l'autre. Rien d'autre. Les mains de Lévi tremblèrent légèrement lorsqu'il les tendit vers elle. Cet homme si habile avec les armes, si assuré face au monde hostile, peinait à maîtriser l'émotion qui l'envahissait. Les yeux de Clara se remplirent de larmes, non de douleur, mais d'un bonheur profond, fulgurant. Je te choisis, souffla-t-elle. Depuis des mois déjà. La transformation fut immédiate. Les doutes qui assombrissaient son regard se dissipèrent. Il glissa une main dans sa poche et en sortit un minuscule objet. J'ai travaillé là-dessus depuis un moment, dit-il en déposant dans sa paume un délicat renard sculpté dans le bois. J'attendais les mots justes pour te l'offrir. Clara observa la figurine avec émerveillement. Les oreilles pointées, la queue touffue, les yeux vifs, le renard semblait vivre. Il est magnifique, mais pourquoi un renard? Un sourire, rare et sincère, adoucit les traits de Lévi. Il me rappelle quelqu'un, rusé, capable de survivre, et, beau. Ses jours osirent. Ce n'était pas seulement la caricature d'un caractère, mais le reflet de ce qu'il voyait en elle, de ce qu'elle était devenue loin des salons et des robes en soie. Lévi serra doucement ses doigts autour du petit renard. Nous pourrions aller à la mission la semaine prochaine, si tu veux encore. Le bois sculpté appuyait contre la paume de Clara comme une preuve tangible de l'amour silencieux qu'il lui portait depuis des mois. Je suis sûre, répondit-elle, la voix ferme. Pas à cause de mon père. Ni de la loi. Parce que je t'aime. Les mots, à peine prononcés, semblèrent prendre leur place entre eux, comme s'ils y avaient toujours existé. Lévi la prit dans ses bras. Sa main trouva sa joue avec une délicatesse presque irréelle. Je t'aime, Clara Weston. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le monde autour d'eux s'effaçait. La pluie tombait sur le toit qu'ils avaient réparé ensemble, cherchant à perturber la paix retrouvée. Pourtant, à l'intérieur, le feu crépitait doucement, témoin de deux destins désormais unis, non par obligation, mais par volonté. Le jour du mariage fut pensé dans la simplicité, tout à fait à l'image de leur amour. Dans la petite mission, seul le pasteur et son épouse assisteraient à la cérémonie. Clara enfila sa plus belle robe, minutieusement rapiécée, ornée de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies à l'aube. Lévi, quant à lui, avait échangé des peaux précieuses contre une chemise neuve, blanche et nette, qui contrastait avec sa peau hâlée. « Tu es splendide », souffla-t-il, maladroit dans la formulation, mais sincère à en trembler. Clara sourit, ajustant le col de sa chemise. « Toi aussi. » Ils montèrent en selle, le cœur léger, porté par la douceur du printemps. Les montagnes, lavées par les pluies récentes, semblaient les bénir de leur beauté. Ils savaient que la menace de Samuel Weston persistait, mais ils avaient choisi de ne pas laisser la peur ternir leur joie. Cependant, le destin ne s'incline pas toujours devant l'amour. À mi-chemin du village, 5 cavaliers apparurent. Le père de Clara, droit comme une lame, se tenait au centre du groupe. Elle n'avait pas vu cet homme depuis près de 7 mois.
Son visage buriné trahissait la colère contenue, et son regard brûlait sous l'ombre de son large chapeau. « Père » dit-elle simplement lorsqu'ils se rejoignirent. Samuel Weston examina sa fille, les fleurs dans ses cheveux, la détermination dans ses yeux. Son mépris se tourna aussitôt vers Lévi. « Aïe, tu es allé trop loin. La séduire était déjà une faute. Je ne te laisserai pas la piéger dans un mariage indigne. »« Père, arrête !» s'écria Clara. « Personne ne me piège. C'est mon choix. »« Tu es perdue, Clara » rétorqua-t-il, son ton faussement adouci lorsqu'il s'adressa à elle. Cette expérience a assez duré. Il est temps de rentrer. Clara redressa le menton. Je suis chez moi. Ici, avec Lévi. Les traits de Samuel Weston se durcirent. Le shérif Miller a ici un document. Il t'ordonne de revenir sous ma responsabilité jusqu'à ce qu'un juge se prononce sur ta lucidité. Le shérif s'avança, honteux. Je suis navré, mademoiselle Weston. Les lois. Lévi rapprocha son cheval du sien. On peut fuir. Ils nous poursuivront, mais peut-être. Clara scruta les hommes armés derrière son père. L'atmosphère était si tendue qu'une seule étincelle pourrait la faire exploser. Non, dit-elle doucement. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Elle descendit de cheval. J'aimerais m'entretenir seule avec mon père. Samuel Weston accepta à contre-cœur, et ils s'éloignèrent vers un grand pin. Il ouvrit la bouche pour la réprimander encore, mais elle le coupa aussitôt. « Père, écoute-moi attentivement. J'aime les vieilles. Nous devions nous marier aujourd'hui. Tu peux me ramener de force. Tu peux me séquestrer. Tu peux aligner tous les juges que tu veux. Je ne me marierai jamais avec un autre homme que lui. » Samuel ricana. Cette folie de montagne passera. Non. Elle ne passera pas. Et réfléchis à une chose, dit-elle avec une impassible fermeté. Tu veux préserver notre réputation. Imagine les conversations, Samuel Weston a dû menacer sa propre fille, l'arracher à un trappeur qu'elle aimait. Ta peur du scandale deviendra ton humiliation. 10 fois pire. Son père hésita. La certitude vacilla dans ses yeux. Avant qu'il ne réplique, un bruit soudain éclata derrière eux. Un rancher s'était trop rapproché de Lévi. Celui-ci leva les mains. Recule. Le jeune homme ricana, fais-moi peur, l'homme des montagnes. Le temps se contracta. Le rancher se jeta sur Lévi. En une fraction de seconde, 2 autres hommes s'ajoutèrent à la mêlée. Des chevaux piaffèrent. Le shérif cria pour rétablir l'ordre. La violence gronda. Clara vit la scène comme au travers d'un voile. Son père jura et fit un pas pour intervenir, mais il était trop tard, le chaos avait déjà ouvert sa gueule affamée. La suite leur appartiendra, mais une chose était déjà certaine, ni menace, ni arme, ni le poids de la société n'éteindrait jamais l'amour qu'ils s'étaient choisi. Au cœur de la montagne, 2 âmes longtemps déchirées par la solitude avaient enfin trouvé leur foyer. Et aucun destin ne parviendrait à le leur arracher sans lutter. Clara se précipita vers la mêlée, le cœur battant à tout rompre, son père sur ses talons. Autour d'elle, la poussière soulevée par les bottes formait un halo trouble. Elle entendit ses propres cris avant de réaliser qu'ils venaient d'elle. Elle hurla que cela devait cesser, tentant d'atteindre Lévi au centre du chaos tandis qu'il luttait pour rester debout contre 3 hommes bien plus massifs que lui. Un coup sauvage frappa sa mâchoire et fit jaillir un éclat de sang sur son menton. Un autre coup, plus brutal encore, déchira d'un geste net sa nouvelle chemise de mariage, la fendant du col jusqu'à la taille. Malgré tout, Lévi se retenait de répondre à la violence par la violence, ses poings clos tremblants du refus d'aggraver encore la situation. Une voix tonitruante mit fin à l'agitation. D'un seul mot, Samuel Weston imposa le silence et l'autorité. À la stupéfaction de Clara, les ouvriers du ranch cessèrent aussitôt leurs assauts, reculant d'un pas, haletants, les visages marqués d'effort et de malaise. Lévi redressa lentement son corps meurtri. Une fine traînée de sang s'étirait sur sa lèvre, et sa chemise pendait en lambeaux, témoin muet de l'affront subi. Son regard se posa immédiatement sur Clara. Ce simple échange de regards suffit à lui confirmer qu'elle allait bien. Alors seulement, il fit face à Samuel Weston. Celui-ci observa la scène avec une expression où se mêlaient mépris et déception. Était-ce donc là la vie que sa fille choisissait? Une existence faite de brutalité, de dénuement, auprès d'un homme qui selon lui ne savait même pas se défendre convenablement?
Clara se plaça aussitôt aux côtés de Lévi. Elle affirma, d'une voix ferme malgré le tremblement qui menaçait de la briser, qu'il avait refusé de riposter afin d'éviter le sang versé en ce jour qui devait être celui de leur mariage. Elle déclara que ce geste était tout l'opposé de la faiblesse. C'était la preuve d'une force intérieure, d'un sens moral inébranlable. Samuel Weston observa sa fille avec perplexité, puis son regard glissa vers Lévi, droit et silencieux malgré les coups reçus. Quelque chose vacilla dans l'expression du patriarche. Il demanda enfin si Clara aimait vraiment cet homme. Sans la moindre hésitation, sans l'ombre d'un doute, elle répondit que son cœur lui appartenait tout entier. Weston se tourna cette fois vers Lévi. Que pouvait-il réellement offrir à sa fille, sinon une vie difficile, au milieu des privations et des risques? Lévi soutint son regard avec calme. Dans cette confrontation muette, il ne baissa pas les yeux. Il déclara qu'il offrirait respect, égalité et amour. Il prit la main de Clara, geste discret mais infiniment puissant. La tension demeura palpable, le vent de montagne faisant bruisser les aiguilles de pin au-dessus de leur tête, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Finalement, Samuel Weston se tourna vers le shérif et retira officiellement sa plainte. Il affirma que sa fille n'était pas retenue contre son gré. À l'hésitation du shérif, il répliqua avec une froide certitude. Son regard se durcit lorsqu'il s'adressa à Lévi pour la dernière fois, l'avertissant qu'en cas de moindre offense envers Clara, aucune montagne ne serait assez vaste pour le protéger. Les hommes du ranch s'éloignèrent, confus mais obéissants, et Samuel Weston s'apprêta à repartir. Avant de tourner son cheval, il dit avec raideur que la mère de Clara aurait voulu qu'elle suive son cœur, même si cela lui semblait insensé. Lorsque les cavaliers disparurent dans les profondeurs du sentier, Clara sentit ses jambes vaciller sous le soulagement et l'émotion. Elle se tourna vers Lévi, examinant avec une délicatesse inquiète les traces de violence sur son visage et son torse. Il tenta un sourire en jetant un regard désolé à sa chemise détruite, plaisantant faiblement que ce n'était plus vraiment une tenue de mariée. Clara effleura le tissu déchiré. Ils se marieraient néanmoins ce jour-là. Rien ne les en empêcherait désormais. Ils se marièrent à la mission, Lévi portant sa chemise en lambeaux, Clara les cheveux défaits par le vent. Le ministre arqua brièvement un sourcil en les voyant entrer dans l'église, mais il n'émit aucun commentaire. L'épouse du ministre, touchée par leur détermination, ramassa hâtivement quelques fleurs sauvages qu'elle glissa dans la coiffure de Clara afin de lui offrir un semblant d'apparat nuptial. Les vœux résonnèrent dans la petite chapelle de bois, simple et solennelle. Chaque mot prononcé semblait s'enraciner dans les murs comme une promesse immuable. La voix de Lévi, habituellement si discrète, se fit étonnamment assurée lorsqu'il jura de l'aimer. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, il l'embrassa avec une tendresse qui fit oublier un instant les douleurs et les blessures. Ils rentrèrent vers leur foyer tandis que le soleil déclinait derrière les crêtes, enveloppant la montagne d'une lumière dorée. Ce sentier, ces arbres, cette terre étaient désormais le décor de leur avenir. En arrivant, Lévi prononça les mots Madame Aïe avec prudence, comme s'il goûtait pour la première fois à une réalité précieuse. Clara sourit à cette appellation, touchée d'entendre son nom dans sa voix. Ce soir-là, après un repas modeste mais joyeux, Lévi disparut quelques minutes. À son retour, il portait une petite boîte métallique. Il annonça qu'il avait quelque chose pour elle, attendu le moment propice. Débordante de curiosité, Clara ouvrit la boîte. À l'intérieur reposait un acte de propriété soigneusement plié, attestant que Lévi avait acquis 160 acres sur ces terres de montagne, incluant l'emplacement de leur cabane. Elle resta bouche bée. Elle avait toujours cru que Lévi vivait sur des terres non réclamées. Il rectifia doucement. Ils en étaient propriétaires tous deux à présent. Il avait versé la dernière échéance le mois précédent. Clara réalisa alors que cette date correspondait exactement à leur décision officialisée de se marier. Il avait préparé ce jour avant même qu'ils osent imaginer une certitude commune. Elle contempla le document en comprenant pleinement sa portée. Ce bout de papier représentait des années de travail acharné. Chaque piège posé dans les neiges d'hiver, chaque fourrure préparée avec soin, chaque dépense réduite au strict nécessaire. Ce terrain était la preuve tangible d'une vie qu'il construisait avec patience et loyauté. Aucun homme, pas même son père, ne pourrait le leur enlever. Clara fut submergée d'émotion. Son père possédait des milliers d'acres en bas de la vallée, acquis grâce à l'héritage et aux affaires. Pourtant, ces modestes terres de montagne valaient infiniment plus à ses yeux, car elles étaient le fruit du courage et du sacrifice. Lévi ajouta qu'il y avait encore autre chose à partager. Il sortit de sa poche un plan dessiné à la main,
représentant une version agrandie de leur cabane, une pièce supplémentaire, une cuisine élargie, un porche couvert. Il admit avoir imaginé cette maison élargie depuis l'hiver, lorsqu'il avait compris qu'il souhaitait qu'elle reste à ses côtés pour toujours. Clara caressa du doigt les lignes de l'esquisse. Elle demanda quand il pourrait commencer. Les yeux de Lévi s'illuminèrent d'un bonheur à peine dissimulé. Bientôt. Dès qu'ils auraient abattu le bois nécessaire. Elle déclara qu'elle avait aussi un cadeau pour lui. Elle le conduisit jusqu'à son coffre et en sortit un paquet emballé avec soin. Lévi découvrit une chemise neuve, réalisée dans le secret de ses loisirs, cousue avec application au fil des mois. Une tenue qu'elle avait imaginée comme la sienne pour les grandes occasions. Lévi toucha l'étoffe avec reconnaissance. Clara affirma qu'elle n'était plus cette fille gâtée et incapable qu'on avait envoyée ici. Elle avait appris et mûri, grâce à cette montagne et à lui. Lévi posa tendrement sa main sur sa joue et lui répondit qu'elle avait trouvé sa véritable force dans ce lieu. Ces mots la bouleversèrent. Elle lui rappela alors qu'ils s'étaient trouvés l'un l'autre, et que c'était cela le plus précieux. La nuit enveloppa la cabane, désormais leur domicile légal. Les plans et l'acte de propriété étaient posés sur la table comme deux promesses d'avenir. Lévi la serra contre lui avec cette solidité douce qu'elle connaissait si bien. Il murmura qu'il n'aurait jamais imaginé connaître le bonheur d'une épouse, ni celui d'un foyer authentique. Clara répondit qu'elle n'aurait jamais cru trouver la liberté dans ce qui devait être une punition. Leurs lèvres se joignirent dans l'obscurité grandissante, unissant leurs destinées. Les murs qui avaient été témoins de leur lutte quotidienne devenaient le sanctuaire de leur amour, édifiés lentement, patiemment, comme chaque poutre de leur demeure. Le document pouvait sécuriser leur terre, mais c'était la force de leur cœur uni qui ferait de cette montagne un véritable foyer. Les saisons passèrent. L'automne revint avec ses couleurs flamboyantes, marquant une année entière depuis l'arrivée de Clara sur ces terres. La cabane agrandie se dressait désormais avec fierté, une maison plus vaste où vibrait la vie qu'ils construisaient jour après jour. Clara rangeait des provisions sur les étagères de leur garde-manger étendue, admirant la lumière du matin qui entrait par une nouvelle fenêtre. Lévi l'avait voulu spécifiquement pour capter les rayons du soleil qu'elle aimait tant. Leur jardin avait porté ses fruits, leur cave regorgeait de réserves pour l'hiver à venir. Tant de choses avaient changé en 12 mois. La jeune femme frêle et furieuse qui avait été forcée de monter en ces hauteurs avait laissé place à une personne affirmée, sûre de son choix, ancrée dans sa propre force. L'homme taciturne qui vivait seul dans la montagne avait ouvert son cœur, apprenant à exprimer ce qu'il gardait autrefois enfoui sous le silence. Alors qu'elle travaillait, Clara entendit soudain le martèlement de sabots approchant. Par la fenêtre, elle distingua la silhouette familière de son père gravissant le sentier. Une brusque émotion la traversa, mélange de nervosité et d'espoir. Elle appela Lévi, la voix légèrement tremblante. Une nouvelle histoire commençait. Une histoire où elle n'était plus une enfant à protéger ni une fille à corriger. Elle était une femme, une épouse, maîtresse de sa vie. Et cette montagne, avec Lévi à ses côtés, était son véritable foyer.